Monsieur Solinas, merci beaucoup pour cette présentation détaillée. Je suis content d'être parmi vous. Et merci aussi pour votre réflexion et vos citations concernant la perception de la mort. Vous allez voir que justement cela va entraîner entre nous, et peut-être avec vous, un large débat. Quoi qu'il en soit, je commencerai par dire qu'on n'est plus au XXe siècle, mais qu'on est au XXIe siècle. Comme vous allez voir, une ère de transition telle que les humains n'ont jamais connue auparavant. Et que ça va remettre en question de nombreuses notions, y compris celles que vous avez citées, et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Alors donc là je redis mon nom et mon prénom. Donc, je suis docteur Eric Malbos, et je ne rajoute pas ce que donc M. Solinas a dit. La seule chose que je dirais, c'est que nous avons déménagé, et nous sommes maintenant au CHU Sainte-Marguerite. On n'est plus au CHU Conception. Voilà, mais le reste est identique, naturellement. Donc, vous l'avez vu, aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui concerne vraiment notre domaine, qui est la psychiatrie, puisqu'en psychiatrie, on s'occupe de traiter des patients qui ont des angoisses, qui ont de l'anxiété, qui ont d'autres troubles mentaux. C'est l'angoisse de la mort. Donc, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut gérer au XXIe siècle, avec de nouveaux outils et de nouveaux concepts, cette angoisse de la mort, comme justement la cryopréservation ou l'extension de vie, ce que les anglo-saxons appellent life extension. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais quand même faire une petite introduction. Bienvenue dans le XXIe siècle. Et justement, au XXIe siècle, il va se passer de nombreux événements dont vous allez être les témoins. Donc vous avez de la chance d'être les témoins d'une ère comme celle-ci, que je vais vous résumer brièvement. Les besoins énergétiques, comme résumé ici sur cette courbe, au fur et à mesure des décennies, augmentent de plus en plus, et vous savez que la solution du futur, enfin l'une des solutions, c'est ce qui se passe près d'ici, à Cadarache, c'est le réacteur à fusion nucléaire. Donc c'est le projet ITER, et ITER donc c'est 35 pays et c'est plusieurs milliards d'euros. Donc là vous avez le site de construction qui est donc à Cadarache, à quelques kilomètres d'ici, et c'est un enjeu majeur pour l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire avoir une source d'énergie quasi infinie et qui bien sûr est non polluante, qui ne rejette pas de CO2 ou de microparticules. Pour vous montrer à quel point c'est extrêmement énergétique, donc j'ai mis en dessous que 1 gramme d'atome en fusion, donc utilisé en fusion nucléaire, donc est l'équivalent de 11 tonnes de charbon. Vous voyez à quel point le rapport est énorme et permettrait de mettre fin à l'utilisation des carburants fossiles, et ça vous allez être les témoins, puisque le projet ITER, là quand vous faites ça c'est sur du long terme, donc le réacteur expérimental est prévu pour 2050. Donc là c'est quelque chose qui va arriver au cours de ce siècle. Alors, est-ce que vous connaissez ce tableau qui a été créé par Jason M. Allen? Alors vous avez raison, vous avez tout de suite compris. Donc ce qui est intéressant, c'est que il a eu le premier prix lors d'un festival d'art dans le Colorado. Et effectivement, ce qu'ignorait le jury, donc il l'a nommé comme première œuvre, donc la première, c'est que ça avait été généré par intelligence artificielle, par les logiciels Midjourney dans ce cas-ci. Il existe aussi DALL-E, qui est très impressionnant si vous l'utilisez. Et vous voyez, le jury à l'époque, parce que ça remonte quand même à peu près 1 an, n'était pas encore au courant, n'avait pas encore les notions d'IA générative, et on cru que c'était un humain qui l'avait généré, et ils ont donné le premier prix. Donc ça aussi, ça est en train de bouleverser l'art et aussi l'accès à l'art. C'est un point important. Et maintenant, si vous observez un peu ce qui se passe, vous verrez qu'on peut même générer de très courtes séquences vidéo, donc animées, donc ça va au-delà de l'image, ce qui veut dire que peut-être d'ici 1 ou 2 décennies,
vous pourrez même vous-même générer des films entiers, si vous le voulez, à partir de votre scénario, à partir de vos histoires, à partir de vos nouvelles. Donc là, c'est quand même assez énorme. Ensuite, autre question, ça on nous pose parfois en psychiatrie, c'est si je suis conscient, est-ce qu'une intelligence artificielle peut être consciente? C'est une bonne question, ça. Et donc, en ce moment, je vous ai mis ici les principales IA avec lesquelles vous pouvez converser, qui sont donc bien sûr ChatGPT, qui est ici, donc d'OpenAI. Vous avez maintenant Copilot, donc qui est fourni avec Microsoft Edge, votre navigateur en fait, Microsoft sur votre ordinateur, et qui repose sur GPT-4, je crois que c'est même 4.5, qui vient en fait d'être, il n'y a pas très longtemps, quelques jours, qui vient d'être disponible pour toutes. Donc vous pouvez poser des questions maintenant à Copilot, si vous voulez, sur votre navigateur Microsoft. Et enfin Gemini, qui est derrière. Gemini, c'est Google, c'est leur propre aussi IA, donc conversationnel, avec qui vous pouvez poser des questions et qui, vous voyez, déjà nous en tant que scientifiques, nous aide parce que je m'en sers pour la relecture des articles en anglais que je publie. Donc quand j'ai besoin de relecture, je ne la confie plus à un humain, mais je la confie maintenant aux IA qui font vraiment parfois de très bonnes suggestions sur les formulations et qui peuvent détecter une erreur pour laquelle j'avais été aveugle lorsque j'avais relu mon texte. Donc vous voyez, on commence déjà à l'utiliser, ne serait-ce que pour la rédaction d'articles scientifiques, mais maintenant vous avez des moteurs de recherche d'articles scientifiques qui exploitent l'IA pour aider les chercheurs à trouver très facilement les articles pertinents par rapport à un sujet donné. Parce qu'en fait de la recherche, vous utilisez un temps très important à rechercher le bon article, la bonne référence. Ça peut prendre un temps très important à consulter le contenu, est-ce que c'est la bonne méta-analyse, est-ce que c'est la méthodologie que je cherche. Là, vous dites simplement ce que vous voulez, le sujet, la méthodologie, le thème, la population, et il vous sort les bonnes références, en faisant plus un résumé synthétique de plusieurs références en même temps. C'est extraordinaire pour un chercheur, parce que ça vous fait gagner un temps énorme. Donc vous voyez que l'IA est déjà là pour aider le progrès scientifique en lui-même. Après, il y a de nombreuses applications, que ce soit en pédagogie, que ce soit en coding, et bien sûr pour répondre à toutes vos questions. Parce que qui n'a jamais rêvé d'avoir en permanence à ses côtés un professeur avec qui vous pouvez poser toutes les questions, qui répond à votre curiosité, et pas 3 jours après, qui répond à votre curiosité tout de suite. Et ça en pédagogie, donc répondre à des questions immédiatement, donc pouvoir étancher la soif de curiosité d'un enfant ou d'un adulte tout de suite, c'est très efficace, beaucoup plus efficace pour la mémoire. Donc c'est important effectivement et très utile que ces derniers soient présents, mais bien sûr, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Il faut être prudent parce qu'ils peuvent faire preuve d'hallucination, c'est-à-dire créer un faux contenu. Donc il faut quand même être vigilant en même temps et pas tout accepter de ce qu'ils vont vous dire. Alors, autre évolution, bien sûr, ça c'est le rêve de beaucoup de personnes, et bien sûr, c'est la robotechnologie, c'est les robots qui vont être là pour vous soulager de toutes ces tâches ennuyeuses, répétitives ou dangereuses dans votre vie quotidienne ou dans votre travail. Alors évidemment, puisque vous avez parlé, M. Solinas, de science-fiction, c'était ce dont rêvaient les personnes dans les années 1950-1960. Ils étaient très optimistes puisqu'ils pensaient que ça arriverait dans les années 1990, dans les années 2000. Vous avez vu que c'est pas arrivé finalement. Sauf que ça y est, enfin, ça commence à arriver puisque vous avez de nombreuses sociétés majeures qui se lancent dans la production à grande échelle. C'est jamais arrivé avant, hein, c'est pour ça que c'est remarquable. Donc de robots humanoïdes. Donc là, vous avez par exemple Tesla d'Elon Musk avec le robot Optimus, celui de Boston Dynamics qui est ici, celui de Figure AI avec Figure 01, celui d'Agility Robotics, de Digit, et le robot Apollo. Et en plus, il y en a d'autres. Là, je vous ai montré les principaux. Et ça, c'est du présent. Donc si vous associez des IA, des agents IA conversationnels, avec des robots comme ceci, mais c'est gagné. Vous allez avoir un domestique, un majordome, qui vous répondra et qui vous obéira à la voix comme un vrai majordome, comme ce qu'avaient vos ancêtres lorsqu'ils avaient un majordome ou un domestique à la maison.
C'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je me souviens que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, ils avaient effectivement une ou un domestique. C'était assez commun, sans être des gens forcément riches. Et ça aidait bien. Donc ça va être les domestiques de demain. Et quand je dis demain, c'est pas dans 60 ans, hein, puisqu'ils sont déjà là. Mais ça va être probablement dans une dizaine d'années. L'objectif d'abord est de les mettre sur des chaînes de montage. Donc c'est intéressant parce que comme Tesla fabrique aussi les voitures, ils ont déjà des usines dans un autre type d'industrie. Donc ils vont installer ces robots pour commencer à travailler sur la fabrication des voitures. Ça servira de test, et en plus c'est au sein de la même entreprise qui est Tesla. Donc c'est énorme. Et l'avantage par rapport à des robots industriels qui sont spécialisés, qui ne veulent faire qu'une seule tâche, c'est que comme un être humain, ce sont des robots multitâches. Ils pourront aussi bien assembler votre voiture que faire le ménage chez vous. Et ça va arriver puisque c'est déjà en cours de fabrication. Donc, si vous écoutez les experts, ils disent donc 5 ans pour les usines et pour les particuliers plus 10-15 ans en termes de disponibilité. Hein. Voilà. Pour l'instant, pour vous dire si vous vous intriguez sur les tarifs, ils parlent pour l'instant ces robots vaudraient à l'unité entre 20 et 30 000 euros. Voilà, donc 20 ou 30 000 euros pour avoir un domestique à vie, je trouve ça pas si mal quand même, non ? Voilà. Je viens de réaliser que je ne vous ai pas parlé de ce graphique ici, qui répond à cette question. Donc en 2015, c'est très important parce que c'est avant ChatGPT. En 2015, donc des experts en intelligence artificielle ont été consultés pour leur demander quand pensez-vous qu'une intelligence artificielle sera consciente, c'est-à-dire aura le même niveau de conscience que des êtres humains. Vous pouvez voir ici leur évaluation et vous voyez que la majorité considère que ça se passera entre 2036 et 2060, donc dans pas si longtemps que ça. Hein. Certains, vous voyez, ont été trop optimistes, puisqu'ils ont dit ici à 12% avant 2021. Enfin, ils sont trompés, c'est pas encore le cas. Et d'autres ont dit même entre 2021 et 2035. Donc vous pouvez voir que si vous additionnez, il y a quand même 40% qui ont pensé que ça arriverait dans pas très longtemps, hein, dans une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Et donc ça aussi, c'est un thème particulièrement intéressant. Les cerveaux biologiques ont-ils l'exclusivité de la conscience? C'est une question qui serait intéressante à soulever. Pensez-vous vraiment que votre conscience soit unique et exceptionnelle dans l'univers, que rien ne peut l'imiter? Ça, c'est un point important à soulever. Voilà, vous avez vu que d'autres pensent que ce sera plus rarement, donc beaucoup plus tardif, après le XXIe siècle, donc à partir de 2100. D'autres à 6%, eux, très tranquillement, avant 3000. Ah, ils n'ont pas pris beaucoup de risques. Hein. Et une toute petite minorité, vous voyez, à 3%, pensent jamais. Mais vous voyez, c'est que 3%. Hein. Voilà. Mais je vous entends et je vais vous la définir, la conscience. Elle est connue. Il y a des principes connus, en fait, qui définissent la conscience, et rien n'empêche une IA effectivement, de reproduire ces principes. Alors, autre progrès que vous allez voir, c'est bien sûr la colonisation de la Lune. Hein. Toujours pareil, c'est un thème dont on parlait beaucoup dans les années 1950-1960. Après, hein, ça a été beaucoup plus lent que ça. Mais maintenant, vous avez vu, hein, avec Elon Musk, SpaceX, les Chinois, donc l'agence spatiale chinoise, et bien sûr avec les Russes, ça ressort beaucoup plus, puisque vous avez le projet d'installation donc d'une base lunaire de recherche internationale avec l'agence spatiale chinoise et avec Roscosmos, donc l'agence russe. Et bien sûr, pour ce qui est en fait des Américains et des Européens, c'est la mission Artemis, dont vous entendez beaucoup parler ces temps-ci, puisqu'elle implique le fameux Starship d'Elon Musk, donc le vaisseau le plus grand de l'humanité, et donc la fusée la plus haute de l'humanité, qui, vous avez vu, donc a fait plusieurs lancements, depuis sa construction. Bon, ça, vous avez été témoin de ça. Mais tout ceci implique une utilisation de carburant, et ce sont des centaines de tonnes de carburant qui sont utilisées, ce qui coûte très cher. Hein. La solution, c'est bien sûr l'ascenseur orbital, c'est-à-dire un ascenseur qui part de la Terre, en fait, et qui va dans l'espace. Ça, c'est aussi un thème donc cher à la science-fiction. Vous avez plusieurs romans qui en parlent, hein, des ascenseurs orbitaux.
Mais ça avait été quand même déjà modélisé par Tsiolkovsky, qui est le père de l'astronautique. Bon, c'est un instituteur russe au cours du 19e siècle. Il avait déjà pensé à ça. Quoi qu'il en soit, la société japonaise Obayashi donc s'est engagée à en construire un pour 2050. Ce qui leur manquait, c'était bien sûr d'avoir des câbles d'une tenseur, d'une résistance extrêmement forte. Et maintenant, c'est possible grâce au graphène, ou peut-être grâce aux nanotubes de carbone. L'université Shizuoka, donc université japonaise, a commencé les expériences en 2018 à bord de la Station spatiale internationale. Donc vous voyez, ça aussi c'est un avenir intéressant qui va changer votre accès à l'espace. Parce que pour l'instant, c'est qu'une poignée de privilégiés qui ont accès à l'espace. Les imprimantes 3D, ça vous connaissez, c'est aussi une révolution industrielle, puisque vous pouvez imprimer n'importe quelle pièce dans différentes matières à la volée. Hein. Vous avez même une société, je ne sais plus laquelle, qui construit des fusées donc à partir d'imprimantes 3D, dont les composants du moteur sont faits non pas par moulage ou usinage, mais avec des imprimantes 3D. Et enfin, ça c'est intéressant, je trouve, également en psychiatrie, parce que ça touche à la souffrance, c'est que maintenant, donc plusieurs sociétés donc se sont lancées dans la production de viande par cellules souches, donc de viande qui ne viennent pas d'un animal qu'on a abattu, mais de cellules cultivées en laboratoire et produites à grande échelle. Donc vous avez 3 sociétés majeures qui sont lancées depuis déjà un petit moment, qui est Mosamit, Gourmet et Just. Et vous voyez déjà, Singapour a donné son accord, puisque dès 2020, ça fait déjà 3 ans et demi, hein, eh bien, on peut déjà acheter des nuggets de poulet produits par cellules souches, donc qui n'ont pas nécessité l'abattage d'une poule ou d'un coq, mais qui ont été faits en laboratoire. Ça c'est très important, parce que ça veut dire que ça met fin à une tradition multimillénaire chez vos ancêtres, qui était l'abattage des animaux, donc pour se nourrir de la viande. Ça c'est très important. Donc vous n'êtes pas privé de la viande, c'est de la viande, mais au moins ça ne passe plus par l'abattage des animaux. Vous n'aurez plus besoin de tuer des animaux pour manger de la viande, ce qui est très intéressant, parce que ça met fin là aussi à une pratique et une tradition très ancienne. Et ça remet en question toute cette tradition. Donc je vous conseille de suivre ça. Si vous regardez un petit peu les normes européennes, en fait ils sont en train de travailler sur les normes européennes, donc ces types de viande devraient sortir sur les marchés probablement cette année ou l'année prochaine. Parce que ça fait longtemps qu'ils font de la recherche dessus. Hein. Mosamit, c'est professeur Stock, donc à l'université de Maastricht, et eux ils ont commencé en 2013. Hein. Donc ça fait bien longtemps que ce procédé a été travaillé. Voilà, donc ça, je trouve ça aussi très intéressant, il me semble, hein, au cours de ce 21e siècle, vous voyez, encore une fois, l'ère de transition, hein, la remise en question des habitudes de nos ancêtres depuis leur existence. Et enfin, la réalité virtuelle, donc ça, j'aborderai ça succinctement, mais quand même, en fait, ça, c'est ce qu'on fait à l'hôpital. Hein. On traite des patients en réalité virtuelle, des patients qui souffrent de troubles anxieux, qui souffrent de TOC, qui souffrent de stress post-traumatique, qui souffrent d'addiction. On les traite en réalité virtuelle. Il y a bien sûr de nombreuses autres applications, hein, comme les jeux vidéo, l'architecture, la pédagogie. Donc vous voyez, il se passe beaucoup de choses. Et maintenant, nous allons arriver au sujet qui nous intéresse. Mais c'était important que je vous en parle pour que vous compreniez bien que c'est vraiment, encore une fois, une période de grands changements. Et que donc des concepts tels que vous les avez connus et tels que vos ancêtres les connus vont être profondément remis en question. Pour évoluer, justement. Pour atteindre un autre stade. Alors, je vous fais juste un petit rappel très très bref sur votre cerveau biologique. Donc, votre cerveau biologique est contient 86 milliards de neurones. 86 milliards de neurones. Le message nerveux, c'est-à-dire le signal électrique, se déplace le long d'un prolongement qui s'appelle l'axone, et les messages nerveux, donc les messages qui contiennent les informations dans votre cerveau, se déplacent à 400 km/h. C'est pour ça que c'est très rapide. Si vous pensez à lever votre bras, c'est quasi immédiat, parce que le message se déplace à 400 km/h. Donc sur une distance aussi faible, c'est quasi instantané. Vos neurones entretiennent évidemment des connexions avec les autres neurones, hein, donc ça crée un réseau neuronal, et en général un neurone entretient des relations donc grâce aux axones et grâce aux dendrites, il a donc entre 1000 et 10 000 connexions. Les connexions, c'est ce qu'on appelle des synapses. Autrement dit, si vous multipliez le nombre de neurones
donc 86 milliards ou 86 10 puissance 9 par 10 puissance 3 par rapport aux synapses, vous vous retrouvez avec donc 86 10 puissance 12 connexions dans votre cerveau. Donc ça veut dire 86 000 milliards ou 86 000 milliards donc de connexions dans votre cerveau. Et c'est cette richesse de connexions, la présence de neurones spécialisés, la densité et la hiérarchie qui fait que vous avez un cerveau biologique extrêmement évolué et qui fait que vous êtes conscient. Je vous rappelle que votre cerveau donc fait un volume de 1350 cm3. Donc là on voit bien, vous voyez votre un neurone, hein, et on voit bien l'axone par lequel se transmet le message nerveux. Si vous vous rappelez vos cours de biologie au collège, ça c'est la gaine de myéline, hein, qui permet justement de transmettre le message nerveux plus rapidement. Là vous avez les dendrites qui vont recevoir eux les messages nerveux d'autres neurones. Alors, et tout ça consomme combien d'énergie en fait? Eh bien ça consomme 12 watts. Votre cerveau consomme 12 watts, quasiment une ampoule, hein. Une ampoule LED, c'est à peu près ça, hein. Donc vous voyez votre cerveau, dans l'absolu, hein, consomme peu d'énergie. Mais, relativement à votre corps, il en consomme beaucoup, puisqu'à lui seul, il a besoin de 20% de toute l'énergie de votre corps. Donc votre cerveau consomme beaucoup d'énergie, relativement à votre corps. Mais dans l'absolu, par contre, c'est très peu 12 watts. Quelle est la puissance de calcul de votre cerveau? C'est une question qui est intéressante aussi, hein. Combien d'opérations à la seconde votre cerveau est capable de réaliser? Eh bien, vous voyez, il peut réaliser 38 10 puissance 15 opérations à la seconde. Ou alors 38 pétaflops. Alors, pour vous faire comprendre, ça équivaut à quoi par rapport à un ordinateur? Eh bien, jusqu'à présent, enfin jusqu'à 2020, aucun ordinateur ne pouvait atteindre ce niveau d'opération à la seconde, mais c'est plus le cas, puisqu'en 2023, l'ordinateur américain Aurora a battu en fait ce chiffre, puisqu'il peut lui donc faire des opérations à 2000 pétaflops, hein. Donc c'est énorme, c'est-à-dire 2 10 puissance 18, donc beaucoup plus. Donc votre puissance de calcul, la puissance de calcul de votre cerveau a été maintenant battue par un ordinateur. Par contre, ça reste encore une fois extraordinaire que vous consommiez si peu, que vos cerveaux consomment si peu d'énergie dans un volume si restreint, puisque pour avoir l'équivalent d'un ordinateur qui a la puissance de calcul de votre cerveau, il faut pour ça un ordinateur qui consomme 17 mégawatts, donc 17 millions de watts, et qui requiert un espace de 720 mètres carrés. C'est énorme, une salle de 720 mètres carrés. C'est un gigantesque hangar. Alors que vous, ça tient juste dans votre boîte crânienne. Donc c'est extraordinaire quand même, c'est remarquable. Donc, l'avantage évolutif, parce que toujours pareil, votre cerveau consomme beaucoup d'énergie relativement à votre corps. Il faut qu'il y ait un intérêt évolutif. Pourquoi l'évolution aurait favorisé l'émergence d'un organe qui consomme autant d'énergie et qui va donc requérir une activité de chasse dangereuse et intense? Parce que, justement, cet organe est un élément essentiel à votre survie, puisqu'il vous permet d'élaborer des tactiques et des stratégies qui sont utiles à votre survie et à la survie de l'espèce. Voilà pourquoi votre cerveau a été maintenu en fait par l'évolution et créé par l'évolution. Par exemple, un koala. Si vous avez déjà vu des koalas ou pas dans votre vie? Voilà, des koalas. Donc tout ce qu'ils ont. Donc déjà en Australie, ils n'ont pas de prédateurs, donc pas besoin d'élaborer des stratégies de fuite, d'évitement, de dissimulation. Si vous en avez déjà vu, ils sont sur les eucalyptus, tranquillement. Ils sont à portée des feuilles, donc ils n'ont même pas besoin de trouver des stratégies pour trouver de la nourriture, hein. Il suffit qu'ils dépassent leurs pattes, ils ont la feuille d'eucalyptus, et hop, ils la mangent et c'est gagné. Donc vous comprenez qu'avec ça, il n'est pas nécessaire pour leur survie d'avoir un cerveau très évolué. Et c'est le cas, si vous avez déjà vu le cerveau d'un koala, c'est minuscule par rapport à sa boîte crânienne. Sa boîte crânienne, en fait, contient une grande quantité de liquide. Le cerveau est très petit, et en plus, contrairement à vous, il est lisse.
Il n'y a pas de circonvolution qui augmente la densité, en fait, de la surface. L'importance de la surface. Mais par contre, chez vous, c'est important parce que vous, il faut stratégie, il faut planifier, il faut penser, il faut se dissimuler, il faut agir collectivement. Donc, et ça s'est combiné à un autre avantage énorme que vous avez par rapport à d'autres animaux, c'est la préhension des mains. La préhension vous permet de saisir des objets, de saisir des outils, de fabriquer d'outils de chasse, de s'en servir. Donc la combinaison de votre cerveau avec la préhension des mains et votre corps qui est médiocre par rapport à d'autres animaux, mais qui au moins peut être exploité dans plein de situations différentes. Vous n'avez pas la même capacité qu'un poisson pour nager, ni qu'un oiseau pour voler. Mais par contre, vous pouvez nager, si vous le voulez, un petit peu. Donc cette combinaison de votre corps qui à la fois est généraliste, en plus de l'appréhension des mains pour fabriquer des outils et s'en servir, et en plus la puissance de votre cerveau a fait que vous êtes devenu donc l'espèce dominante de votre planète. Donc vous êtes au sommet du règne animal. Et donc ça vous a permis de construire votre civilisation, hein. Donc la civilisation des êtres humains, ce que aucun animal de cette planète n'a réussi à faire. Et pourquoi c'est important les mains? Parce que vous pouvez être très intelligent de ne pas avoir de mains. L'exemple, c'était les dauphins. Les dauphins ont un coefficient d'encéphalisation très proche de celui de l'être humain, mais ils ont des nageoires. Vous ne pouvez rien saisir avec des nageoires. Vous ne pouvez pas fabriquer des outils avec des nageoires. Autre problématique pour les dauphins, ils sont en milieu aquatique. Ils n'ont pas accès au feu. Et le feu, c'est la base de la technologie. Il y a un double problème, donc. Voilà pourquoi, donc, cette combinaison a permis l'émergence de la civilisation et l'émergence de votre conscience. Votre conscience résulte de la complexité du réseau neuronal que je vous ai détaillé. C'est grâce à l'énorme quantité de neurones, à la complexité du réseau, au nombre de connexions que vous avez, que la conscience a émergé au fur et à mesure de l'évolution donc des animaux. Et la preuve, c'est que si vous allez en neurologie, et vous parlez à des personnes qui ont un accident vasculaire cérébral, et donc qui ont perdu une quantité du réseau neuronal, qui ont perdu une quantité importante de neurones, ils ont perdu en partie plusieurs niveaux de conscience. Donc ça, c'est un point important. Ils ne sont plus capables de gérer des émotions, plus capables de créer, plus capables d'imaginer. Je parle dans certains cas, hein, quand c'est vraiment un AVC étendu. Hein. Donc vous voyez que plusieurs dimensions de la conscience sont touchées dès qu'il y a une lésion du cerveau. Alors, justement, puisque vous demandiez par rapport à la conscience, eh bien voilà ce qu'est la conscience. La conscience donc regroupe de très nombreuses notions. Mais ces notions se superposent. Donc on peut dire que la conscience résulte précisément de la superposition de ces notions, qui sont la vigilance. Si vous êtes conscient, il faut être éveillé. Éveillé, ça veut dire être sensible aux stimuli, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez. La conscience de soi et du monde. Il faut quand même que vous ayez conscience de votre corps, de ce que vous êtes, de votre rapport aux autres, de votre rapport au monde. La conscience morale en fait partie également. Donc ça c'est l'étiquette que vous vous êtes fixée dans votre conduite, votre détermination, votre capacité à déterminer ce qui est mal ou ce qui est juste. Autre donc notion de la conscience, c'est l'intentionnalité. Vous agissez dans un but que vous avez décidé. C'est vous qui le décidez. Donc il y a une intention derrière votre geste. Il y a un objectif que vous vous êtes fixé. La conscience mémorielle. Donc ça c'est très important en philosophie justement. Le fait que vous êtes conscient également parce que c'est une continuité de ce que vous avez été dans le passé. Quand vous vous rappelez de votre enfance ou de votre adolescence, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas une rupture de chapitre sur des années. C'est une continuité par rapport à ce que vous avez vécu. Cette continuité, l'établissement de cette continuité est ce qui fait que vous avez cette conscience mémorielle.
L'imagination, bien sûr, la conscience créative, l'approche de concepts nouveaux, l'innovation est aussi un des paramètres de la conscience. Un concept très connu de nos amis anglo-saxons, c'est la sentience. Est-ce que vous savez ce que c'est que la sentience? La sentience, c'est pour ça ça c'est très important par rapport aux animaux, parce qu'on vous dit souvent, mais est-ce que ces animaux sont sentients? C'est important par rapport à la souffrance animale, parce que la sentience est la capacité de faire l'expérience de ce que vous ressentez. C'est-à-dire comprendre la subtilité et les détails qu'il y a derrière un stimuli brut. Je vous donne un exemple concret pour vous faire comprendre. Si je vous dis bleu, la couleur bleue, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La mer, le ciel, voilà, une sensation agréable. Donc, vous voyez, il y a plusieurs concepts qui sont liés à la couleur bleue. Ça, c'est de la sentience. Vous m'avez pas dit, la couleur bleue, c'est la longueur d'onde de 380 nanomètres que je capte avec mes yeux. Vous n'avez pas dit ça, hein? Ça, c'est la sentience. Vous voyez, donc, vous avez fait de l'expérience subjective. C'est subjectif, hein? L'expérience subjective des stimuli. Vous avez une expérience subjective du bleu, des couleurs, des sons, de ce que vous percevez. C'est ça, la sentience. Et ça, tous les mammifères en sont capables. Et c'est un point important par rapport à ce que je vous ai dit par rapport à la viande animale, c'est que vous pouvez aussi faire l'expérience subjective de la douleur. Et donc, percevoir tout l'aspect défavorable et l'aspect difficile de la douleur. Donc un animal, un mammifère, comme une vache, une poule, sont des animaux sentients. Ils ont suffisamment de neurones pour être sentients. Ça veut dire qu'il faut faire l'expérience de la terreur de l'abattage, de la mort prochaine et de la douleur. C'est pour ça que c'est une question essentielle de réfléchir à cette notion d'arrêter en fait l'abattage des animaux. Parce que vous faites souffrir des animaux qui sont sentients. Donc ils font, encore une fois, l'expérience subjective de la douleur, de la terreur, de l'angoisse. Hein. Tout comme d'enfermer des oiseaux dans une cage. Hein. Donc pour un oiseau qui est sentient, vous pouvez comprendre ce que c'est que l'expérience subjective de la claustration. Voilà, donc ça c'est une notion très importante. Alors, parfois on me demande, mais comment je peux savoir quel être est sentient ou pas? Comment je peux déterminer ça? C'est précis, il faut au moins 100 000 neurones dans le cerveau pour être sentient. 100 000 neurones en couche hiérarchisée, c'est-à-dire en couche organisée. Votre oiseau, il est sentient. Votre cafard, il n'est pas sentient. Les fourmis sont pas sentientes. Ils n'ont pas assez de neurones pour ça. Donc, ils font pas l'expérience de la douleur, ou de l'angoisse, ou du stress, etc. Donc, la fourmi n'est pas un être sentient. Parce qu'elle n'a pas assez de neurones pour ça. Ouais, on en revient encore une fois au nombre de neurones, hein, vous voyez, qui vous ouvrent de plus de champs, en fait. Plus vous avez de neurones, plus ça vous ouvre des champs. Les neurones, toujours par attention, hein, organisés, hiérarchisés, parce que le nombre de neurones peut ne pas suffire, hein, il faut quand même qu'il y ait une architecture derrière. Enfin, la sapience, est-ce que vous savez ce que c'est que la sapience? C'est ça, vous êtes tous des homo sapiens, ça vient de ça. Et sapiens, ça veut dire quoi? La sagesse. Exactement, l'homo sapiens, c'est l'homme sage. Et ça, c'est une caractéristique d'être les plus évolués. Votre poule, elle n'est pas sapiente, hein, elle n'a pas de sapience. C'est la sagesse, la capacité de discernement, la capacité de bon sens et de réflexion. Ça, seuls les êtres les plus évolués de votre planète en sont capables. Ça veut dire vous, bien sûr, mais ça veut dire aussi probablement le dauphin, puisqu'il a un coefficient d'encéphalisation, encore une fois, très proche de l'être humain. D'ailleurs, je vous rappelle que les dauphins s'organisent en famille. Les sons qu'ils envoient, en fait, contiennent des informations qui présentent leur nom et leur prénom, c'est-à-dire leur lignée familiale, et en même temps ce qui les distingue de la lignée familiale en tant qu'individu. C'est transporté dans les messages acoustiques donc ils diffusent. Vous voyez à quel point c'est un animal évolué, probablement sapient. Encore une fois, ça fait soulever la question de la chasse des dauphins qu'ils font sur les îles Féroé.
qui appartiennent, je vous le rappelle, au Danemark. Hein. Si vous avez déjà vu des vidéos avec la mer ensanglantée du sang des dauphins au cours d'un festival ou d'une tradition qu'ils font une fois par an, c'est glaçant quand vous savez que c'est un animal qui est sentient et qui est probablement sapient. Voilà, donc espérons qu'encore une fois, avec la viande par cellules souches, qu'on peut la reproduction de viande de poisson, ça mettra fin à tout ce marché de la souffrance et j'oserais dire pour le dauphin du meurtre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Ah oui, absolument. C'est-à-dire ça se fait sur des examens neurologiques et ça se fait aussi en neuropsychologie. L'intentionnalité, la conscience morale, vous la mesurez par des tests psychologiques ou neuropsychologiques. Alors pour ce qui est de la sapience, on le déduit récemment, par rapport à l'analyse de leur message acoustique, qui est d'une richesse et d'une complexité qui justement, récemment, il y a eu une publication là-dessus qui, justement, l'IA, l'intelligence artificielle, a été employée pour analyser, ce que personne n'avait réussi avant, analyser plus finement les messages acoustiques des dauphins. Ces messages sont très complexes. Et donc, il est probable, je l'affirme pas là, mais je dis qu'il est probable qu'ils soient effectivement sapiens, vu la complexité des messages, tels qu'ils ont été publiés dans les articles, où ils ont utilisé l'IA pour analyser justement leurs messages acoustiques. Oui. Oui. Oui, 100 000. Oui. Alors, c'est une très bonne question. L'IA actuellement n'a pas de sentience. C'est pour ça que vous ne pouvez pas dire que l'IA est consciente. Puisque si vous voulez qu'une IA soit consciente, il faut qu'elle ait tous ses paramètres. Il faut qu'elle présente tout, en fait, c'est les paramètres ou les variables ou les caractéristiques ou les notions que je viens d'évoquer. Or, à ce jour, en 2024, donc les IA comme ChatGPT, Gemini, n'ont pas du tout de sentience. Ils ne font pas du tout l'expérience subjective des stimuli qu'ils reçoivent. Alors, ça c'est une question intéressante qu'on pourra aborder lors d'une prochaine conférence, puisque j'en fais précisément sur ce sujet. Mais je réponds très brièvement à ce que vous dites. Si effectivement il est possible de reproduire l'architecture, l'organisation et le nombre de neurones équivalents, comme vous l'avez vu en ce qui concerne les experts en IA, oui, ce sera possible. La question c'est quand. Alors, mais la conscience qui vous a permis de construire et de bâtir des civilisations est une épée à double tranchant. Car elle présente d'une part l'avantage de vous avoir permis de développer des civilisations, d'étudier l'univers, de développer la culture, la philosophie, la technologie. Mais elle présente un désavantage majeur, c'est que contrairement à quasiment tous les animaux, vous avez conscience de votre propre déchéance, vous avez conscience de votre vieillissement, des maladies à venir, des souffrances qui vont aussi survenir, et votre disparition, ainsi que son inéluctabilité. Ça c'est fort ça. Peut-être que le dauphin peut faire ça, mais je ne sais pas, aucune preuve. Mais donc l'être humain est le seul à pouvoir avoir cette vision à long terme de sa disparition future. Donc la conscience est une épée à double tranchant. Vous en jouissez, mais elle peut vous faire souffrir parce qu'elle vous montre une vision terrible de la disparition à venir. Ce qui fait que ça entraîne une dissonance cognitive intense. Une dissonance cognitive, c'est-à-dire un conflit. C'est un conflit dans votre cerveau entre deux notions antagonistes, qui est d'un côté votre désir intellectuel d'exister. J'imagine que vous avez un désir intellectuel de continuer à vivre, non? Combiné à votre instinct de survie, qui est quand même programmé par l'évolution,
puisque l'évolution a créé cet instinct de manière à ce que vous vous reproduisiez dans l'intérêt de la survie de l'espèce et pour transmettre vos gènes. Et pour ça, il faut être suffisamment âgé pour le faire. Et en plus, chez l'être humain, il faut vivre assez longtemps pour éduquer les enfants, puisque le développement des enfants est très lent par rapport à d'autres animaux. Il va prendre une quinzaine d'années au moins. Donc on a ces deux aspects très forts qui sont en chacun d'entre vous, mais qui rentrent en conflit avec votre connaissance troublante de votre disparition future, de votre non-existence, l'idée que vous cesserez d'exister. Bon, ça rentre directement en conflit avec ce que je viens de dire juste au-dessus. Donc ça, c'est ce qui entraîne ce conflit dans votre esprit, et chez l'esprit de beaucoup de personnes qu'on voit en psychiatrie, parce que c'est effectivement extrêmement difficile de gérer les pensées qui concernent votre disparition et votre non-existence future. Donc là, c'est un sujet très dur, mais qui est une réalité, et qui entraîne ce conflit. Donc, en résumé, vous avez ces dessins qui expliquent bien la situation, hein. Donc vous marchez et vous jouissez ainsi de la nature, des progrès de la science, de l'espace, de la philosophie, de l'art et de l'artisanat, mais tout en ayant la capacité de contempler l'abysse vers lequel vous marchez avec la flèche du temps. Donc ça, ces images ont été générées par IA, hein, d'ailleurs, vous vous en doutez peut-être. Donc ça vous montre à quel point cette notion est difficile et compliquée, aussi bien sur le plan philosophique que sur le plan psychiatrique. En tout cas, en psychiatrie, ça porte un nom. L'anxiété de la mort, elle s'appelle la thanatophobie. Thanatos, hein, la mort, en grec. C'est une phobie spécifique, comme l'arachnophobie, hein, la peur des araignées, ou la peur de prendre l'avion, ou la peur de conduire, la maxophobie, ou la peur des espaces fermés, comme la claustrophobie. Eh bien, l'anxiété de la mort, donc, est aussi une phobie. Si vous voulez, les pensées qui concernent la mort, le fait de penser à la mort est un processus normal. C'est normal. C'est pas une phobie. Mais si vous y pensez très souvent, et si cela génère une inquiétude fréquente et excessive, là vous tombez dans le domaine pathologique, dans le domaine des troubles anxieux, dans le domaine de la phobie. Le fait d'avoir de l'anxiété excessive et chronique. Donc, dans la thanatophobie, comme pour toute phobie, hein, on pourra ainsi avoir de l'anxiété chronique, détresse psychologique, et parfois même, on en voit, hein, des attaques de panique provoquées par des pensées liées à la mort. D'où l'importance de pouvoir aider les personnes qui ont une thanatophobie. Hein. C'est ce qu'on fait en santé mentale. Alors, c'est un trouble transdiagnostique. Ça veut dire qu'on le retrouve associé à d'autres troubles mentaux, bien souvent. Donc, les plus classiques, c'est le trouble anxieux généralisé, le fait de s'inquiéter pour tout. Ça, on voit assez fréquemment un trouble anxieux généralisé. Les inquiétudes chroniques, c'est assez fréquent. C'est la personne qui va s'inquiéter. Est-ce que ma femme va pas me tromper? Est-ce que mon mari va pas me quitter? Est-ce que mes enfants vont pas être malades? Est-ce que je vais pas être au chômage? Est-ce que je vais pas être licencié? C'est toujours les mêmes phrases, hein, les mêmes pensées qui ressortent dans le trouble anxieux généralisé. L'agoraphobie, donc là c'est la peur d'être dans des situations où s'extraire ou sortir est difficile. Le trouble du stress post-traumatique est aussi associé à une thanatophobie parfois. Hein. Donc là c'est après avoir vécu un accident militaire ou civil. Les TOC, l'hypocondrie bien sûr, et la dépression qui amènera avec elle son cortège de pensées morbides. Donc c'est un élément, la thanatophobie est un élément bien souvent transdiagnostique associé à d'autres pathologies. Alors quelle est sa prévalence, c'est-à-dire quelle est sa fréquence dans la population? La majorité des études se sont intéressées en fait à des populations spécifiques plutôt qu'à des populations générales, ce qui est un problème, mais au moins on a quelques indicateurs. Ceux qui en souffrent le plus sont les jeunes, aux alentours de 20 ans, et après les personnes d'âge moyen, aux alentours de la cinquantaine. C'est-à-dire qu'on a des pics de fréquence en particulier par rapport à la peur de la mort. C'est évident que quand vous approchez de la mort, cela peut aussi augmenter la crainte, pas forcément de la mort, vous voyez, en elle-même, mais le processus de la mort, la faiblesse
la vulnérabilité, la maladie, la souffrance. Le niveau est également plus élevé, très naturellement, chez une personne qui souffre d'un cancer ou d'une maladie grave. Donc elle aura plus peur de la mort, et les pensées concernant la mort seront plus fréquentes et provoqueront de l'anxiété. En tout cas, une augmentation a aussi été mesurée et constatée lors du Covid, puisque là, par contre, sur la population générale, eh bien, la peur de la mort, l'anxiété de la mort, était donc à 21,5%. Vous voyez, c'est en fonction vraiment du contexte, de l'âge, de l'état de santé de la personne. La seule étude que j'ai trouvée sur la population générale est américaine, donc ça s'appelle le CSCF, donc c'est-à-dire que c'est la mesure de la peur, des peurs dans la population générale américaine. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que la peur de la mort chez les Américains a augmenté au fur et à mesure des années. Avec 15% de la population en 2014, et regardez bien comme au fur et à mesure des années ça augmente, jusqu'à atteindre un pic, c'est quand même remarquable, de 34% de la population américaine. C'est énorme en santé mentale. Un tiers de la population présente une peur intense de la mort. Ouais, c'est redescendu par la suite, mais ça reste à des taux élevés, 29%. Il serait intéressant de se pencher, parce que ça n'a pas été fait, sur quelles sont les raisons de cette augmentation. Est-ce que c'est lié à une situation économique qui s'est dégradée? Est-ce que c'est lié au port d'armes? Est-ce que c'est lié au massacre dans les écoles avec des armes à feu, comme vous en avez vu? Est-ce que c'est lié au contexte politique américain qui se dégrade, y compris en ce moment? C'est une question qu'il faudrait poser. Les facteurs protecteurs. Comment se protéger de l'anxiété de la mort? Je pense que vous les connaissez déjà, finalement, ou en grande partie, c'est bien sûr l'engagement religieux. Si vous vous engagez dans une activité religieuse, que vous croyez en un Dieu, ou si vous croyez en des dieux, eh bien, naturellement, qui vous promettent monts et merveilles, paradis et collines dorées, cela va bien sûr vous rassurer par rapport à l'anxiété de la mort. Les études ont démontré qu'également les personnes qui faisaient des études supérieures et qui avaient un statut socio-économique favorable avaient moins d'anxiété de la mort. Bien sûr que si vous êtes mieux nourri, si vous savez que vous avez une facilité d'accès à la nourriture, au logement, il est certain que également vous pouvez avoir un accès facilité aux soins, c'est très logique que ça diminue la fréquence chez ces populations. Le bien-être physique perçu, si vous percevez votre corps comme étant en bonne santé, c'est sûr que vous penserez moins à la mort. Et la satisfaction, le soutien social perçu, si vous vous sentez soutenu par vos proches, des amis, la famille, des parents, des enfants, il est certain que là aussi ça va vous alléger par rapport aux pensées de la mort. La satisfaction par rapport à votre vie, si vous êtes très satisfait de ce que vous êtes, de ce que vous avez accompli, de ce que vous allez accomplir, là aussi ça peut effectivement vous aider, diminuer ou soulager les pensées concernant la mort et l'anxiété de la mort. Quels sont les modèles théoriques qui sont proposés en psychologie, en psychiatrie et en psychologie sociale? Eh bien, on va les voir en détail, mais lorsque un événement chez vous va vous rappeler votre mortalité, comme par exemple le fait d'être témoin d'un accident, on voit une personne blessée, vous êtes témoin de sa vulnérabilité, ou vous-même, vous avez un accident et vous êtes blessé, donc ça va vous rappeler votre statut d'être mortel. Vous allez donc déclencher des pensées liées à la mort, ça va vous rappeler donc votre mortalité, ou alors encore une capacité, ou alors les situations où vous vous rappelez que vous êtes une créature, c'est pas un être divin immortel, mais une créature. Eh bien, il va falloir que votre cerveau, votre esprit, génère des défenses pour ne pas tomber justement dans la prostration et l'anxiété de la mort. Vous avez deux défenses possibles qu'on va détailler, les défenses proximales et les défenses distales. Alors la défense, ça c'est ce que je vous ai déjà dit, je pense que c'est bon, voilà, j'ai déjà dit où ça se passe. Les défenses proximales, eh bien ce sont les défenses rationnelles. C'est quand vous allez utiliser votre raison pour gérer et donc diminuer votre anxiété de la mort. Vous avez différents mécanismes, donc bien sûr il y a le déni. Bon, j'ai pensé que j'allais mourir dans un accident dans 3 jours, non, ça me paraît bizarre. J'arrête d'y penser, je n'y pense plus.
Là, quand je fais ça, je fais du déni, je n'y pense plus, je rejette la pensée. Donc, l'arrêt de la pensée ou le déni est une défense proximale. Vous pouvez aussi, les personnes se lancent aussi dans la distraction. Donc, bien sûr, d'où le nom divertissement. Dans divertissement, il y a divertir, qui veut dire éviter. Mais éviter quoi? Penser à la mort. Donc, bien sûr, ça va être se lancer dans des activités, dans des distractions sensorielles, écouter de la musique, lire, voir un film, ou dans des distractions actives, faire du sport, vous consacrer à votre travail, ou jouer aux jeux vidéo, ou alors à votre agenda, tiens, qu'est-ce que j'ai prévu demain, après-demain, etc. Donc ça, c'est la distraction. Vous avez aussi des stratégies cognitives de rationalisation. Si vous pensez effectivement, si vous avez de l'anxiété par rapport à la mort, qui va être « Ah oui, mais c'est bon, je suis en bonne santé, je ne fume pas, je ne bois pas trop, je fais du sport régulièrement. » Donc tout ça, c'est pas vraiment un problème. Et enfin, vous pouvez faire aussi une erreur du raisonnement, qui est l'omission des facteurs de risque. « Ah oui, mais je fume que 10 cigarettes par jour, c'est pas bien grave, rien ne va m'arriver. » Ou des projets de santé. Ah bah tiens, c'est vrai que là, après avoir vu cette personne blessée à l'hôpital, là je vais réfléchir, je pense que je vais m'arrêter de fumer dès l'année prochaine, dès le 1er janvier. Donc ça aussi, ça peut aider la personne à gérer, donc à diminuer son anxiété de la mort. Donc l'idée en tout cas, c'est de désamorcer cette menace, donc qui est consciente. Donc, dans la défense proximale, c'est quand vous avez conscience de ces pensées. Vous avez conscience que vous pensez à la mort, c'est conscient. Vous déclenchez ces mécanismes, et vous éjectez ainsi ces pensées par la distraction, ou alors en considérant que c'est pas une menace immédiate. Je suis en bonne santé, ça arrive, j'aurai pas problème d'ici 20 ou 30 ans, ni pour son plus, c'est loin. Voilà. Mais vous avez vu, tout ça sont des erreurs de raisonnement. Hein. Il y a des biais cognitifs là, dans ce raisonnement. Parce que oui, mais... Et donc dans 20 ou 30 ans, et dans 40 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et attention, si vous fumez, vous faites pas de sport, vous êtes en surpoids, vous avez un diabète. Hein. Donc, mais en tout cas, c'est un moyen efficace, même si ça repose sur des erreurs de raisonnement, qui permettent aux personnes de gérer donc leur anxiété de la mort. Qu'en est-il donc là, vous avez vu, c'est tout cet arbre qu'on a vu, donc déni par exemple de la vulnérabilité, et donc la distraction, nier les risques personnels, ou se lancer dans des activités pour la santé du corps. Les autres défenses sont les défenses distales. Ces défenses ici sont irrationnelles. Elles ne sont pas basées sur un mode logique ou sur la raison. Ce mode-là, en fait, va plus s'intéresser à lorsque vous avez des pensées sur la mort, mais qui ne sont pas conscientes. Elles sont à l'horizon de votre conscience, mais vous n'avez pas conscience que vous y pensez. C'est un point important. Votre esprit n'est pas focalisé sur ces pensées, mais elles sont là, à la lisière de la conscience. C'est là que vous déclenchez en fait les défenses distales. Et là, dans les défenses distales, c'est irrationnel, dans le sens où c'est plus abstrait ou symbolique. Bien sûr, c'est la croyance religieuse, la notion d'âme, d'immortalité, le paradis qui vous attend, la réincarnation en un cafard ou une fourmi. Donc, ça va être aussi l'estime de soi, c'est-à-dire travailler sur votre estime de soi. Voilà ce que j'ai accompli, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai réussi. J'appartiens à ce groupe-là, je fais partie de ces gens-là. Et parfois, ça peut entraîner des réactions agressives de défense de son point de vue de groupe. Vous voyez, donc ça va être, moi donc je suis un républicain américain, je suis très fier de ce que je fais, et vous n'y comprenez rien à ce qui se passe, etc. Là, quand je suis aussi agressif, c'est une méthode distale qui est liée aux pensées de la mort, de défendre avec agressivité son point de vue, son ethnie, son groupe social. C'est un moyen de défense. Ça peut être transfert sur des lieux ou des objets, c'est ce qu'on voit aussi en psychiatrie, une personne qui a peur de la claustration, un claustrophobe, et bien parfois, c'est une façon de transférer, en fait, ses pensées morbides vers un objet de la réalité. Voilà. Ensuite, c'est participer à une activité ou à une quête qui a du sens pour vous, c'est-à-dire à une quête qui vous dépasse, qui donne une valeur immortelle à ce que vous faites. Je participe au progrès humain, à la science, à l'art, à la culture. C'est un projet qui va durer des millénaires, qui va se continuer. C'est mon projet. Donc ça vous donne une notion en fait d'immortalité.
Le projet de héros, c'est aussi une façon distale de gérer l'anxiété de la mort, c'est faire une activité reconnue par la société. Vous allez avoir une médaille en chocolat, on va construire votre statue, les gens se souviendront de vous pendant 10 millénaires. Vous serez dans les livres d'histoire. Donc ça aussi, c'est une défense distale par rapport à l'anxiété de la mort. Ça peut être aussi trouver un sens à la mort, donc dire oui, la mort fait partie de la vie, la mort a un sens particulier, c'est une étape dans la vie d'une personne. Ou alors ça peut être par rapport à la progéniture, c'est-à-dire par rapport aux enfants. Mes enfants vont continuer mes pensées, ils vont transmettre mes gènes, je serai immortel grâce à mes enfants. Ça aussi c'est une défense distale. Une forme de pseudo-immortalité ou d'immortalité symbolique. Donc vous avez vu comment les personnes se défendent ainsi, elles se défendent avec ces deux types de défense, proximale et distale, sur un mode rationnel pour les proximales et un mode irrationnel pour les distales. Alors il y a une notion qui est très importante, qu'il faut maintenant dire au XXIe siècle, parce que vous en serez peut-être les témoins. C'est que la mort n'est acceptable pour vous que parce qu'elle est universelle. Et ça touche une notion psychologique qui s'appelle la notion du jeu, en fait, de l'ultimatum, que vous voyez représenté ici, que je vais vous expliquer. Et en fait, celui-ci met en évidence la présence de l'intolérance à l'iniquité. Dire, pour vous, c'est absolument intolérable qu'il y ait une injustice. Pourquoi, autrement dit, c'est un peu comme les enfants, pourquoi lui a ça et pas moi? C'est pas juste. C'est très fort. Ça peut entraîner des colères intenses, l'injustice, l'iniquité. Ça a été mis en évidence par le jeu, enfin le test du jeu de l'ultimatum. Est-ce que vous le connaissez? Donc c'est l'idée que je donne à vous qui êtes à droite, donc un billet de $100 que vous allez recevoir, mais qu'il va falloir partager avec vous, ceux qui sont donc à votre droite. Vous qui êtes à droite, donc vous, ça va être de choisir si vous acceptez ce partage, parce que ça va être à vous de choisir combien vous le partagez. Est-ce que vous allez donner 50% aux personnes qui sont à droite, donc la moitié? Est-ce que vous allez donner plutôt 20% et vous allez garder les 80%? Donc vous avez ce choix. Et vous avez deux choix. Soit vous acceptez ce partage, je prends les 20% et il aura les 80%. Soit si vous refusez, ni vous, ni ceux qui sont à votre gauche n'auront quoi que ce soit. Tout le monde perd. C'est très intéressant parce que ça montre à quel point le raisonnement n'est pas logique là. La sensation, si jamais vous décidez, non mais je vais garder les 80%, les $80 et je vais donner seulement les $20. Si vous faites ça, vous allez générer une sensation d'injustice tellement forte chez vos voisins de droite qui vont dire, la majorité diront, non, rien du tout. Pourtant, en faisant ça, vous perdez $20. C'est donc pas logique comme raisonnement. Et pourtant, c'est ce qui se passe. D'où l'importance, si il y a ici des personnes qui sont en politique, de ne pas creuser un écart important entre les populations favorisées et défavorisées, parce que c'est pas la pauvreté qui va provoquer un problème. C'est l'injustice par rapport à l'écart entre ces deux classes sociales. Ça provoquera des guerres et des soulèvements graves. Parce que justement, il y a toujours cette notion d'iniquité qui est très forte, inscrite très forte chez vous. Oui? À vérifier. Ça peut être intéressant, c'est vrai. En tout cas, c'est un point important parce que ça veut dire, voilà ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que avec les progrès de la médecine que je vais vous détailler, quand certains commenceront à pouvoir stopper le vieillissement et donc ne plus mourir, ça va provoquer une sacrée sensation d'iniquité. Attendez, mais quoi? Je dois mourir et pas mon voisin? Mais comment c'est possible? Et hop, donc ça c'est très important. C'est que les populations acceptent la mort parce qu'elle est universelle, mais quand elle ne le sera plus,
il est probable que ça provoque de grandes sensations d'injustice et d'iniquité. Donc ça, c'est un point très important et que je trouve est bien résumé par l'auteur de science-fiction que vous connaissez peut-être, M. Salinas, donc Asimov. Les êtres humains acceptent sans peine un robot immortel, car le temps que dure une machine leur importe peu. Mais ils ne peuvent pas tolérer un être humain immortel, car leur propre mortalité n'est acceptable que tant qu'elle est universelle. Donc ça, c'est une citation du roman L'homme bicentenaire de Isaac Asimov. Oui ? Vous avez entièrement raison, et c'est précisément ça dont je vais parler, parce que cet élément que vous venez de nommer, eh bien vous avez vu en fait l'utilisation en psychothérapie, c'est que c'est un élément, ce que vous venez de dire, qu'on peut utiliser en psychothérapie pour rassurer les patients qui ont besoin d'une explication concrète, pas un biais de raisonnement, pas des explications ésotériques, mais qui veulent savoir concrètement si c'est possible pour se rassurer. Donc, vous avez tout à fait raison, on va le voir tout à l'heure. Alors, en psychiatrie, comment on traite ces patients qui souffrent d'anxiété de la mort? Bien sûr, vous pouvez traiter par la pharmacothérapie, donc utiliser des antidépresseurs, utiliser des anxiolytiques. Vous pouvez aussi utiliser également la médecine psychédélique, qui donc ressurgit depuis quelques années. Je vais moi-même faire partie d'un groupe à partir du mois de mars-avril pour étudier comment à l'APHM on pourrait utiliser les champignons magiques pour traiter les patients. Donc vous voyez, les champignons hallucinogènes, donc ça veut dire la psilocybine. Donc vous voyez, ça ressurgit parce que même à l'APHM on va étudier la question. En tout cas, ça a été utilisé avec efficacité dans cette étude de Griffith sur l'anxiété de la mort. Donc il y a vraiment un retour de la médecine psychédélique au cours de cette décennie. Vous pouvez aussi utiliser la thérapie cognitivo-comportementale, ce qu'on appelle la TCC. Vous allez travailler sur la relaxation, aussi la méditation. Et en TCC, vous allez travailler sur les erreurs de raisonnement, sur la thérapie cognitive par la pensée, sur la gestion des émotions, sur l'imagerie mentale. C'est ce qu'on fait donc en thérapie cognitivo-comportementale. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que j'aurais dû. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir recours s'il y a un transfert, si c'est très symbolique, si c'est lié à l'enfance, aux parents, à la psychanalyse. Alors, nous, ce qu'on fait en plus, c'est que bien sûr, dans le service dans lequel je travaille, le service du professeur Lançon au CHU Sainte-Marguerite, on traite des patients en réalité virtuelle. C'est précisément ma spécialité. Donc, c'est-à-dire qu'on leur met des casques de réalité virtuelle où ils peuvent pratiquer, vous voyez, dans des environnements paradisiaques, cascades en forêt, des îles tropicales, ils peuvent pratiquer la relaxation et la méditation, et on peut leur enseigner en même temps, bien sûr, puisqu'on est à côté d'eux, pour gérer ces pensées morbides qu'ils peuvent avoir au cours de leur vie. Donc ça, c'est très intéressant, et je vais vous montrer les résultats. Par ailleurs, l'équipe de Barberia, eux, ont créé des environnements virtuels consacrés à, justement, l'anxiété de la mort, et c'est très ésotérique comme environnement virtuel, très abstrait, où votre corps, en fait, a une forme un peu de lueur lumineuse, et vous voyez des cordons multicolores qui se connectent aux autres personnes qui portent des casques de réalité virtuelle, et vous passez par différentes étapes et différents voyages, et progressivement, la lumière des personnes que vous voyez commence à disparaître, et alors vous ressentez de l'empathie pour eux, et normalement ça vous soulage de votre anxiété de la mort. Dans ce protocole très spécial, mais qui est intéressant au niveau scientifique et créatif. Voici les résultats que nous avons eus ici sur les troubles anxieux généralisés. Donc c'est les personnes qui s'inquiètent de manière chronique dont je vous ai parlé, et souvent eux aussi vont penser à la maladie, la mort. Donc ici c'est avant le traitement par réalité virtuelle. Donc là ce sont des questionnaires qui mesurent le niveau d'anxiété et d'inquiétude, et vous pouvez voir qu'effectivement il y a bien une diminution post, donc après, sur ces mêmes échelles, avant-après, une diminution qui est significative, donc ils sont moins inquiets, plus légers, plus insouciants. On l'a comparé par rapport à la TCC classique, et vous voyez, c'est quasiment du même niveau. Alors vous pourriez dire, mais alors quel intérêt de faire de la réalité virtuelle? C'est que beaucoup plus sont restés jusqu'à la fin du protocole. C'est-à-dire qu'en réalité virtuelle, beaucoup moins de patients ont abandonné en cours de protocole. Pourquoi? Parce que la réalité virtuelle est beaucoup plus motivante. Si vous avez des gens qui ont du mal à imaginer
des forêts tropicales, un feu de camp, un voyage au-dessus des nuages, parce que ça peut être parfois difficile d'imaginer ça quand vous êtes inquiet. Et bien l'avantage, c'est que la réalité virtuelle vous le montre. Donc comme vous êtes stimulé, comme vos sens sont stimulés, ça vous est plus facile d'arriver à un état de relaxation en étant le témoin de ces environnements virtuels relaxants. Pas seulement le témoin, mais aussi l'acteur, puisque vous pouvez naviguer librement, donc avancer vraiment dans ces environnements virtuels pour vous rapprocher d'un rocher, vous rapprocher d'un palmier, et vous pouvez aussi choisir des paramètres. J'aime pas quand le soleil est au zénith, je préfère faire ma relaxation au moment du coucher de soleil. Et vous appuyez sur un bouton, coucher de soleil, le coucher de soleil est là. Cette grande liberté dans les facteurs en fait de l'environnement permettent vraiment d'arriver à une efficacité thérapeutique qui est plus importante. Alors, quelles sont les limites des défenses proximales et distales dont je vous ai parlé? C'est que pour l'instant, il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence des dieux. Où sont les dieux? Où est Anubis, celui qui va peser votre âme mate sur la balance avec la plume d'autruche? Où est-il? On ne voit pas, il ne se manifeste pas, il n'y a aucune preuve de son existence. Le Dieu des musulmans, c'est le même principe. Où se trouve-t-il? Pourquoi il n'est pas là? Qu'est-ce qu'il fait par rapport, à, par exemple, aux personnes musulmanes dans le monde? Et pourquoi ne les protège-t-il pas? Pourquoi ne les aide-t-il pas? Mictlantecuhtli, donc pour les Mayas, c'est une question. Où est-il? Pourquoi il n'est pas là? Teotihuacan, où est-il? Tezcatlipoca, on ne sait pas. Yahvé, chez donc les Juifs, même principe. Où se trouve-t-il? Pourquoi n'est-il pas là? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Hadès, donc Dieu des enfers, qui va guider ainsi les personnes dans son royaume des morts. Même principe, il n'y a aucune manifestation, aucune preuve, rien qui puisse être reproductible. Le Bouddha, donc son esprit, et dans certains courants la réincarnation, peut-elle être vraiment démontrée? Y a-t-il eu des études neuropsychologiques sur des souvenirs précis démontrant la réincarnation? Odin, donc que vous connaissez dans la culture nordique, c'est le même principe. Ces corbeaux, où sont-ils? Ces corbeaux sont-ils en train de nous observer? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas sur ce qui se passe dans le monde? Et bien sûr, Jésus-Christ, avec la même question. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuve reproductible de l'existence de ces dieux. Donc ça remet en question leur présence. Les dieux existent-ils vraiment? Et ça pourrait être une des explications dans l'augmentation de l'anxiété de la mort dans les populations. C'est que il y a de moins en moins de croyants dans les populations asiatiques et occidentales. C'est pas le cas des populations arabo-musulmanes qui ont un niveau de croyance très élevé, mais chez les occidentaux et les asiatiques, c'est très bas. Vous avez ici donc le pourcentage de personnes athées, donc qui ne se sentent pas affiliées à une religion. Et vous voyez, la Chine, c'est très élevé, 52%. La moitié de la population est athée. Et oui, le communisme, effectivement, n'a pas érigé des statues du Bouddha, mais au contraire. Donc, a prôné une politique qui était athée et éloignée des icônes du passé. La France, du fait de la tradition française, du siècle des Lumières, de la libération de l'homme par rapport à la religion, la séparation de l'État et la religion du fait de la Révolution française, a conservé cette tradition puisqu'il y a une très grande quantité d'athées par rapport, par exemple, à la Grande-Bretagne. 46% en France, 27% en Grande-Bretagne. C'est quand même énorme cette différence. Il y a vraiment beaucoup. Exactement. Bon, c'est curieux, je suis d'accord. Alors, donc c'est peut-être pas ça l'explication. Peut-être que c'est autre chose. Difficile à dire. Ou peut-être que... Il faudra voir comment ça évolue, parce que, regardez bien, mais attendez, regardez bien. C'est 2015. Et 2015, à l'époque, vous avez vu, c'était à 15-16%. Il faudrait faire une nouvelle mesure actuellement. Voilà. L'Espagne 19%, l'Allemagne 24%, etc. Donc vous voyez vraiment que ça pourrait être une explication, parce que ces personnes athées
Les athées ne peuvent pas utiliser la religion et les dieux comme défense distale par rapport à l'entité de la mort. Oui. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Mais ce problème avec toutes ces notions, c'est qu'elles sont subjectives. Donc, elles sont reliées à quoi, vous voyez, à une entité divine. Et l'entité est dans quel plan de l'existence, dans quel univers, quelle galaxie? Est-ce qu'on peut communiquer avec elle? Oui, il y a un peu un problème, en fait, dans ces notions. C'est que c'est vague. C'est pas mesurable, c'est abstrait, on n'est pas sûr. Cette incertitude est justement ce qui va conduire à la peur de la mort, à l'anxiété de la mort. C'est que c'est incertain. Ah, le paradis. On est d'accord, mais est-ce que c'est sûr qu'il y a un paradis? Est-ce qu'on est sûr à 100%? C'est incertitude. Et la difficulté, en particulier chez les personnes anxieuses, qui ont besoin d'être rassurées. Oui? Ah non, si Dieu se réveillait, ce serait « Donnez-moi l'immortalité, laissez-moi la possibilité de diriger mon destin dans l'univers, ouvrez-moi cette porte qui m'aidera ainsi à explorer les étoiles comme mes ancêtres ont exploré les océans. » Donc c'est ça aussi qui est intéressant. L'immortalité ne conduit pas à la fin de votre civilisation, mais au contraire à son développement. Alors, donc, autre limite, je vous l'ai dit tout à l'heure, les facteurs protecteurs, c'était le bien-être perçu. Mais le problème, c'est que le vieillissement et le déclin biologique vont affecter le bien-être perçu. Une personne qui a de l'arthrite, qui a ou qui a une artériopathie des membres inférieurs, qui a une pancréatite, bah c'est sûr que les douleurs chroniques vont pas l'aider à mieux gérer ses pensées sur la mort, ses pensées morbides. Autre problème, c'est que la mort n'a pas de sens intrinsèque. La mort n'a pas de sens. C'est juste un phénomène biologique que vous ne pouvez pas contrôler. Qui est explicable, hein. C'est l'altération, en fait, de la copie génétique de votre ADN. C'est des mécanismes d'accumulation de toxiques au sein de vos cellules et au sein des mitochondries. Tout ça sont des mécanismes précis qui ont été définis, hein. C'est un mécanisme biologique. Il n'y a pas un sens particulier. Les pensées de mort, vous pouvez les nier, mais elles restent accessibles et peuvent revenir à tout moment. Même si vous les niez, elles sont quand même là, hein. Donc c'est un problème pour gérer un peu l'anxiété de la mort. Alors si vous prenez un traitement par antidépresseur ou par anxiolytique, d'accord, et effectivement, les antidépresseurs sont utiles sur le long terme, mais si vous arrêtez votre antidépresseur, il est possible qu'après 6 mois, 1 an, ça revienne. Alors, et qu'en est-il de la psychothérapie? La psychothérapie va vous aider effectivement à gérer vos émotions et à gérer votre anxiété. Mais il y a un point majeur qui diffère par rapport, qui distingue la thanatophobie des autres phobies, c'est que la peur de l'avion n'est pas rationnelle. La majorité des avions atterrissent. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc cette peur de l'avion, elle n'est pas rationnelle. Mais le problème, c'est que la peur de la mort est rationnelle. La totalité ou la majorité des gens vont mourir. Donc ça limite un peu les outils psychothérapeutiques parce que effectivement c'est quand même rationnel d'avoir peur de cet événement qui va se produire, contrairement à l'avion qui lui ne va pas s'écraser. Donc ça limite un peu la thérapie. Ensuite, il y a les phrases aussi toutes faites qu'on entend parfois de la famille qui essaie de rassurer l'entourage avec des phrases qui n'ont aucune efficacité en psychothérapie, hein. La vie est belle car elle est éphémère. Ah. Mais si vous êtes face à un adolescent qui a un ostéosarcome et qui va mourir dans 2 mois, il a 14 ans, il va mourir dans 2 mois, est-ce que vraiment vous pouvez lui dire une phrase comme ça? Est-ce que c'est vraiment ça va lui faire « Ah, je vais apprécier la vie ». Ça va pas marcher du tout, hein. Vous allez déclencher de l'agressivité, ou de la colère, ou de la tristesse, hein. Donc ces phrases toutes faites, elles servent pas à grand chose, c'est juste des stéréotypes ancestraux qui, encore une fois, c'est une défense proximale pour aider les personnes à accepter qu'elles vont vieillir et mourir. Mais ouais, c'est pas applicable, hein, il faut faire attention. C'est dans l'ordre des choses de mourir. C'est naturel. Mais le problème, c'est que vous pourrez dire ça pour tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas naturel d'aller sur la Lune. Et pourtant, les êtres humains ont réussi à aller sur la Lune en 1969. Il n'est pas naturel de porter un pacemaker. C'est pas naturel. C'est artificiel.
Et pourtant, ça permet à beaucoup de personnes de vivre plus longtemps. Sinon, elles mourraient par bradycardie, arrêt cardiaque ou fibrillation auriculaire. Donc c'est fini, l'ordre des choses, plus rien n'est naturel. Grâce au traitement que vous bénéficiez, grâce aux avancées de la médecine. Donc cette phrase-là aussi ne va pas. C'est des phrases ancestrales qui ne correspondent plus à une réalité, qui ne sont plus efficaces en psychothérapie en tout cas. La mort fait partie de la vie. Ça aussi, celle-là, très classique. Hein. Et pourtant, vous voyez bien que cette dernière est sans arrêt repoussée, puisque l'espérance de vie au Moyen-Âge était de 20-25 ans. Ah, il est mort à 25 ans, ah bah c'est normal, hein, il est mort assez âgé. Aujourd'hui, on vous dit ça vous fait quoi? Une personne qui meurt à 25 ans. Ça paraît comme beaucoup plus fort, là. Ça paraît comme beaucoup plus anormal. Vous voyez, comme tout est relatif. Bon, ça veut dire qu'aussi dans 300 ans, imaginons, vous pouvez vivre 1000 à 2000 ans, et qu'on vous dit, oh, il est mort à 90 ans. Ça fera le même effet. Oh, 90 ans, bon sang, il est mort si jeune, c'est incroyable. Un enfant, presque. Et oui. Mais comme c'est très relatif. L'espérance de vie est passée à 40 ans, donc en 1840. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. 40 ans. Hein. Et maintenant, elle est entre 80 et 85 ans, selon si vous êtes une femme ou un homme. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser en psychothérapie pour donner des réponses concrètes? Et là, je rejoins donc le thème que vous avez évoqué. C'est bien sûr de parler des progrès, en fait, en médecine. Un progrès majeur, l'année dernière, a été accompli par le professeur David Sinclair et publié dans cet article donc de Young dans la revue de biologie cellulaire Cell, je vous l'ai mis, donc où des souris ont vu leur ADN modifié, mais ce n'est pas une modification du code génétique, ça c'est un point important, c'est une modification de la conformation et des plis de l'ADN. Autrement dit, c'est une modification épigénétique. Et cette modification, c'est remarquable. Non, l'ADN a permis, ces modifications ont permis de faire rajeunir les souris. Les souris âgées qui étaient aveugles et en insuffisance rénale ont recouvré la vue et ont récupéré leur fonction rénale. Ça, c'est en janvier 2023. Vous pouvez consulter l'article si ça vous intéresse, hein, je vous avais la référence. Donc, voici ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Là, c'est sur les animaux, mais vous comprenez bien que dans pas très longtemps, à un moment donné, ils feront les tests sur les êtres humains. Donc, la médecine va progressivement évoluer vers ce que vous avez soulevé tout à l'heure, qui est de considérer le vieillissement comme une pathologie à traiter. Et de ce fait, et d'ailleurs du vieillissement, découle la majorité des maladies. Hein. Hypertension artérielle, athérosclérose, troubles du rythme cardiaque, cancer, bien sûr, arthrite, donc pathologie inflammatoire chronique, tout ça découle du vieillissement. Donc si vous traitez le vieillissement, donc si vous permettez au vieillissement, à la sénescence de stopper, ou encore mieux, de revenir à un état antérieur, mais vous traitez une quantité incroyable de pathologies en traitant la source du problème. C'est pour ça que c'est un des champs majeurs du futur de la médecine. Et ouais, c'est déjà plus ou moins là. Donc, la question qu'on nous pose en psychiatrie, mais pourquoi? Parfois on nous interpelle en nous disant, mais pourquoi est-ce qu'on vivrait plus longtemps? À quoi ça pourrait servir? Est-ce que vous vous posez la question? Eh bien, voilà les réponses. Donc, dans des sondages qui ont été faits auprès de la population, notamment par Kenzer en 2021, voilà ce que les personnes ont répondu. Eh bien, voir ce qui se passe. Poursuivre l'expérience de la vie sur Terre. Profiter des progrès de la culture, de la science, de la technologie, augmenter les capacités mentales et physiques du corps. Là, on rentre dans le cas du transhumanisme. Poursuivre des projets de recherche. Les projets de recherche peuvent parfois prendre des décennies, peut-être des siècles, comme on l'a dit pour la fusion nucléaire. Donc d'études, d'exploration, d'art, de création, continuez à apprendre. Vous avez envie de faire un doctorat en astrophysique?
Mais vous avez tout le temps, faites-le. Puis après un doctorat en archéologie, allez-y, vous avez tout le temps, faites-le. Donc vous aurez un temps énorme, quasi infini, pour mettre en place tous vos projets et vos désirs. Explorer l'espace et l'univers. Certaines personnes sont intéressées à l'idée, comme Christophe Colomb, Magellan, Lapérouse, d'aller explorer les océans cosmiques. Qu'est-ce qui se cache derrière ces étoiles? Qu'est-ce qu'il y a sur toutes ces planètes qui orbitent autour des soleils jaunes et des soleils rouges? C'est un espace de jeu et de découverte et d'exploration quasi infini. Et enfin, ça c'est un point psychothérapeutique fort, avoir le pouvoir du choix. Ce qui déclenche l'anxiété chez les patients en général, c'est quand ils n'ont pas le choix, quand ils n'ont pas de contrôle sur une situation. Si, maintenant, vous pouvez leur donner ce choix, si vous voulez, vous pouvez vous éteindre à 90 ans, mais si vous voulez, vous pouvez continuer à vivre pendant des siècles. Vous voyez ? C'est fantastique d'avoir un tel choix. Et ça résout considérablement le cœur de l'anxiété et le cœur du problème de la thanatophobie ou de l'anxiété de la mort. Et quand je dis bien sûr vivre des millénaires, je veux bien dire vivre jeune et en bonne santé. Il ne s'agit pas de souffrir pendant 1000 ans. Hein. C'est pas j'ai mon arthrite, puis je vais la garder pendant 1000 ans. C'est pas ça. Hein. Alors, vous allez me dire, mais quels sont les différents mécanismes et les études qui sont en cours de recherche dans ces domaines? Alors ça, l'idée de prolonger la vie, ça s'appelle l'extension de vie. Vous le verrez ainsi intitulé dans les articles anglo-saxons, donc la life extension. Donc plusieurs champs de recherche, bien sûr, c'est la thérapie génique. Là, par contre, effectivement, c'est sur le code génétique de l'ADN, l'ingénierie génétique, la thérapie épigénétique dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le professeur Sinclair, la thérapie cellulaire par greffe de cellules souches, ce qui se fait déjà dans le traitement de la leucémie, par exemple, l'ingénierie tissulaire, donc là, vous créez des tissus que vous greffez, par exemple, pourquoi pas des tissus cérébraux, dans les maladies d'Alzheimer ou les pathologies neurodégénératives. Voilà. Et ça, et bien sûr, mais là c'est un champ différent par contre de la médecine neurodégénérative, le champ de l'immunothérapie et des virus oncolytiques pour traiter le cancer. Alors vous allez dire, mais est-ce que tout ça c'est loin? Eh bien, vous pouvez tout simplement vous tourner votre regard vers le passé. Il y a un siècle, en 1924, il n'y avait pas d'antibiotiques. En 1924. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont mortes d'infection, donc sans antibiotiques, c'est considérable. À l'époque, il n'y avait pas de scanner, pas d'IRM, pas de fibroscopie, pas de robots chirurgiens. Vous savez qu'à la PHM, il y a les robots chirurgiens Da Vinci, qui sont à l'hôpital Nord. Pas d'immunothérapie. Et c'était il y a à peine 100 ans. Donc imaginez, dans 100 ans, imaginez un 2124, avec en plus l'intelligence artificielle qui accélère considérablement les progrès, mais ça vous montre qu'il est probable, en tout cas il paraît moins plausible, que de grands progrès en médecine vont être faits en ce qui concerne le vieillissement. Alors quelles sont les compagnies qui se lancent dedans? Eh bien, vous en avez plusieurs, vous en avez plein en fait, mais les plus célèbres c'est Atos, dans lequel Jeff Bezos, donc d'Amazon, a investi des millions de dollars. Et vous avez Retro Biosciences, donc Retro Biosciences, qui elle est financée par Sam Altman, que vous connaissez peut-être, puisque c'est lui qui est à l'origine de ChatGPT, qui représente en fait OpenAI. Donc vous voyez que des milliardaires fournissent les budgets d'entreprises et de startups scientifiques qui se penchent sur ce genre de questions, de manière à augmenter votre espérance de vie considérablement, c'est-à-dire au-delà de l'espérance de vie entre guillemets naturelle, celle qui correspond à la dégradation du code génétique de vos cellules. Donc, quand on dit tout ça à un patient qui a peur de la mort, ça fonctionne bien parce que c'est rationnel, c'est du concret, c'est des personnes qui sont là, c'est des expériences qui sont là, la science est en activité, ça repose sur des bases qui sont connues, qui sont en train d'être découvertes. Donc, la personne sent que c'est vraiment ici, c'est du concret, elle le voit, elle peut lire sur Internet, elle peut se renseigner. Vous voyez, donc c'est particulièrement efficace sur les personnes qui sont athées, bien sûr, et qui ont
donc une anxiété de la mort. Alors, parfois on me demande, mais de quelle molécule vous parlez si je vais prendre un médicament ou un composé qui va ralentir mon vieillissement? Qu'est-ce que je peux faire actuellement? Alors, je vous ai mis plusieurs molécules pour que vous en ayez connaissance. À vous, bien sûr, de faire les recherches qui correspondent, mais vous avez la Genera asiatica qui va stopper donc le raccourcissement de l'extrémité de vos chromosomes, qui est effectivement un des facteurs du vieillissement. Ça a été démontré par Tsoukalas, article de 2021. Ça, vous pouvez le trouver n'importe où, hein. Vous pouvez commander sur Internet, et c'est sans danger, dans le sens où il n'y a pas d'effet secondaire, c'est un composé naturel. Vous avez le transresveratrol, qui a un puissant effet antioxydant, qu'on retrouve notamment dans le vin rouge. Sauf que si vous le prenez à haute concentration dans des comprimés, ce sera beaucoup plus efficace que de prendre un verre de vin rouge par jour. Ça c'est pareil, aucun danger, vous pouvez le prendre, on le trouve sur Internet, pas d'effet secondaire, particulier que petit ballonnement, mais rien de plus. Là maintenant on aborde les médicaments sur ordonnance. La metformine, que vous connaissez sous le nom de glucophage, est un traitement pour le diabète, connu depuis plus de 40 ans. Eh bien, figurez-vous que les modèles animaux et les études sur les personnes diabétiques qui en prennent, ils se sont rendus compte que ça augmentait considérablement l'espérance de vie des diabétiques. Il y a un mécanisme derrière, enzymatique, qui joue en fait sur votre corps, qui va le mettre en mode de survie, et ce mode de survie ralentit le vieillissement. Et en plus, c'est un médicament qui est ancien, ce qui veut dire pas cher du tout. Accessible, pas un médicament qui va valoir des centaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est très intéressant et c'est à surveiller. Vous avez en ce moment l'étude TAME, qui est financée à coût de millions par l'Arabie Saoudite, figurez-vous, qui va justement s'intéresser à vérifier dans la population non diabétique son effet sur l'espérance de vie. Donc à surveiller de près, parce que là vous avez un moyen économique de ralentir votre vieillissement. L'anakyra, qui est utilisée dans la polyarthrite rhumatoïde, ça faut à suivre, parce que là on rentre maintenant dans des molécules qui vont quand même provoquer des cascades de réactions enzymatiques. Donc là il y a quand même beaucoup d'effets secondaires. Là je serais vraiment plus prudent. Il faut suivre la littérature scientifique pour voir si effectivement c'est acceptable chez les personnes qui n'ont pas de problème inflammatoire. Même question sur la rapamycine. La rapamycine est utilisée chez les greffés. Donc les greffés du rein. Vous savez qu'une personne qui est greffée risque d'avoir un rejet de la greffe. Donc il faut donner des immunosuppresseurs pour diminuer en fait la réponse immunitaire. Un de ces immunosuppresseurs, c'est la rapamycine. Mais là encore, les modèles sur les souris, on a constaté, découverte hasardeuse, que ça augmentait leur espérance de vie. Donc ça pourrait être aussi une voie à surveiller. Mais là encore, attention, parce que si vous diminuez votre immunité, vous vous exposez à des risques d'infection. Donc il faudrait voir quelle est la posologie qui est la plus efficace sans entraîner des risques infectieux chez l'être humain. Donc là, il n'y a pas de littérature encore là-dessus, donc c'est à suivre. Et enfin, le dasatinib, combiné à la quercétine, ça c'est un agent qu'on utilise dans la leucémie lymphoïde chronique et dans la leucémie myéloïde chronique, qui a beaucoup d'effets secondaires, donc prudence, mais effectivement, comme il est sénolytique, il élimine dans votre sang les vieilles cellules, ne laissant que les jeunes. Et n'avoir que de jeunes cellules dans le sang, vous le savez puisque la transfusion de sang jeune chez les sujets plus âgés a des effets bénéfiques sur la santé et sur l'espérance de vie, ça pourrait être une solution. Alors, peut-être que vous avez connu la légende de cette comtesse hongroise qui kidnappait les jeunes filles dans le village pour prélever leur sang et se l'injecter, ou se le mettre sur le visage. Il y a un film sur ça d'ailleurs. Très connu chez les Hongrois. Donc voilà, donc vous voyez, vous pouvez déjà vous renseigner et suivre un peu ce qui se passe au niveau de ces molécules, parce que là vous avez encore un moyen concret de pouvoir retarder de manière significative le vieillissement et donc les pathologies qui sont associées. C'est ce que ça veut dire. Alors, et bien sûr, on arrive à ce dont vous avez parlé. Vous l'avez dit tout à l'heure, je l'ai entendu. Hibernatus. Est-ce que vous avez vu le film avec Louis de Funès?
Oui, voilà, donc c'est un film très drôle, hein. C'est une excellente comédie, et qui montre effectivement ce que, en étant congelé, ça permet de faire un vrai voyage dans le temps. Puisque de votre point de vue, c'est comme si vous clignez des yeux, et vous vous réveillez 100 ans après. Donc, excellent film. Et c'est ce qui se passe dans la réalité, puisque vous avez, au XXIe siècle, plusieurs sociétés dans le monde, je vais vous dire lesquelles, qu'ils proposent. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est donc de refroidir votre corps, refroidir le corps d'une personne qui vient de décéder à moins 196 degrés pour la conserver jusqu'à ce que la médecine et la science aient fait les progrès nécessaires pour la réanimer, traiter la pathologie qui a provoqué le décès et la faire rajeunir. Surtout la réanimer, oui, ça, si vous ne réanimez pas, ça va être un zombie, hein. Donc, si vous avez vu des films sur les morts vivants, c'est pas le but, hein. Le but, c'est pas de faire une société de morts vivants, comme dans La Nuit des morts vivants de George Romero. En tous les cas, donc, le premier patient à avoir été cryopréservé, c'est un professeur en psychologie, figurez-vous. Et donc, c'est le professeur James Bedford en 1967. Ouais, c'est pas nouveau. Donc, ça presque 60 ans. Et déjà, je vous réponds à une légende urbaine. Non, Walt Disney n'a pas été cryopréservé. Il est mort avant les premières interventions de cryopréservation. Donc, il n'est pas caché à Disney World, sous le château, dans une crypte secrète. Voilà, donc aux USA, 200 à 300 personnes ont déjà été cryopréservées depuis. Vous avez naturellement des dizaines de milliers de personnes qui ont signé, parce qu'il faut signer avant de faire tout ça naturellement. Il faut faire de votre vivant. Dans ces différentes sociétés, vous avez Alcor, comme l'étoile, vous avez Cryonics Institute, et en Russie, vous avez Cryorus. Et en Chine, vous avez Yingfang, le Yingfang Institute, qui a la particularité d'être rattaché à une université. Ouais, ça implique directement même des scientifiques et des chercheurs. Alors, peut-être que certains d'entre vous se disent, mais tout ça, c'est pour des vieux excentriques milliardaires, donc qui ont une idée farfelue sur l'avenir et qui ont lu trop de science-fiction. Mais il n'y a pas que ça, puisque en 2016, une jeune fille de 14 ans, une Britannique, a présenté un cancer incurable. Elle allait mourir. Donc vous pouvez imaginer ce que c'est peut-être que de mourir à 14 ans. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à votre âge, imaginez qu'elle n'a pas pu le vivre à 14 ans, en pleine adolescence. Donc tout le plaisir et toute l'expérience de la vie de jeune adulte et d'adulte, elle en sera prise. C'est extrêmement difficile pour un adolescent, cette notion. Donc, elle a choisi de se faire cryopréserver pour au moins avoir une chance, parce qu'il est certain que c'est de la prospective. Vous ne savez pas à 100% comment la société humaine va évoluer dans 100 ans. C'est vrai. Mais c'est un pari que vous prenez, qui est concret, puisque votre corps est bien réel, les entreprises sont bien réelles, la science est bien réelle, sur le fait que vous allez pouvoir, comme je l'ai dit, être réanimé. Elle a choisi de faire ce pari, et elle est maintenant donc cryopréservée au Cryonics Institute, donc aux USA. Ce qui est intéressant ici, notamment en philosophie, c'est que figurez-vous que le père s'est opposé à ça. La mère était d'accord, mais le père s'est opposé. Donc c'est devenu un cas de justice, puisqu'un juge de la cour britannique a été saisi, le juge Jackson, et en fait, après avoir écouté la motivation de la jeune fille, juste vivre plus longtemps, faire l'expérience de la vie, au moins avoir une chance, plutôt que de mourir si jeune, il a été touché et a donné raison à cette jeune fille qui a donc été cryopréservée. Vous avez tout à fait raison. Alors, elle part pas dans l'espace, hein. Elle reste sur Terre. Exactement. Mais ça sert à ce que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, ce que vous voulez, quand la pathologie sera traitable, on la réanimera, on traitera la cause de sa maladie,
et elle pourra continuer à vivre sa vie. C'est un bon argument, le fait d'être déphasé par un changement brutal dans l'environnement. Mais, si vous avez, dans votre vie, déjà vécu à l'étranger, dans des pays très exotiques pendant des années, c'est exactement ce que vous vivez. Et pourtant, regardez, grâce à la puissance de votre cerveau, vous arrivez à vous adapter. Oui? Alors, le père était pas pour. Je vais vous expliquer pourquoi il était pas pour. Pas par rapport à l'argent, mais par rapport à ce que vous avez dit justement. Mais quand elle va se réveiller, on sera plus là. Où seront ses amis? Elle va être perdue. C'est ça son argumentaire. Mais encore une fois, je vous le redis, si vous êtes déjà parti pendant des années dans un pays très différent, un pays exotique, vous partez de zéro, vous connaissez personne, vous n'avez pas vos parents, vous n'avez pas vos amis, et pourtant, regardez, beaucoup de personnes arrivent à s'adapter, à recréer un entourage, recréer une amitié. Oui, c'est pas un problème. Alors, c'est pas ressusciter, hein, c'est réanimer. Attention, il n'y a pas de notion religieuse derrière. Hein. Vous avez vu comment? Ah, qu'avez-vous vu alors? Eh oui. Voilà, synthétiquement, hein, oui. Exactement, un liseré de lumière. Je vois très bien. Hmm. 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 Et bien sûr, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi, sur le plan neurobiologique, cet événement est survenu? Il y a des raisons précises. Hein. Est-ce que vous vous êtes renseigné? Je vous écoute. Oui. Oui. Eh bien, tant mieux. Si votre expérience vous a apporté une aide ou une expérience, mais tant mieux, tant mieux. Je comprends. Mais comprenez que nous, en psychothérapie, on ne peut pas provoquer d'arrêt cardiaque chez les personnes pour qu'ils vivent une expérience. C'est impossible, c'est beaucoup trop risqué. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film avec... comment s'appelle ce film où il provoque les morts volontaires, là? Un film des années 80. Avec l'actrice qui joue dans Pretty Woman. C'est bon, avec Julia Roberts, c'est ça. C'est Mort Fatale, ou je sais plus comment ça s'appelle. Effectivement, c'est ce qui se passe. Mais tant mieux, je suis très heureux pour vous, si ça vous a été utile. Je comprends. Mais c'est très important. Je suis content que vous soyez ainsi, et c'est tant mieux pour vous. Mais c'est très important que nous, en psychiatrie, quand on est face à des personnes qui ont l'anxiété de la mort, et qui ne pourront pas faire d'arrêt cardiaque pour voir ce qui se passe, pour s'amuser, ou faire une découverte, il faut qu'on puisse les rassurer avec des raisons concrètes, surtout s'ils ne sont pas religieux. Voilà, faites un arrêt cardiaque. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Oui. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Je vais vous expliquer, vous allez voir. On y va. Et je vous parlerai du prix aussi, parce que j'ai pas oublié votre question. Voilà, alors... Oui, alors c'est sûr que si vous êtes un obèse américain, c'est un peu difficile, là. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est que pour la première fois, un centre de cryopréservation a été créé en Europe. Parce que vous avez vu, j'ai dit les USA, la Chine, la Russie, mais j'ai pas parlé de l'Europe. Parce qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent. Or, ça y est, à Ravs, en Suisse, il y a donc pas longtemps, ça doit faire 1 an, un centre de cryopréservation s'est ouvert. Et il a été ouvert par qui? Par le docteur Kenziora, qui, c'est pas un hasard, est un médecin oncologue. Donc, qui a dû affronter de nombreuses personnes qui allaient mourir précocement. J'insiste là-dessus aussi. Hein. C'est pas seulement les personnes âgées. Hein. Précocement de cancer. Donc, alors, j'ai décidé, parce que je pense que c'est important pour les patients qui souffrent d'anxiété de la mort,
mais pour les personnes en général, de le proposer. Je suis parti moi-même dans ce centre pour me former. Et moi aussi, pouvoir ainsi appliquer les premiers principes de la cryopréservation chez tout patient qui le désire. Donc, je peux vous donner une expérience de première main, puisque j'y suis allé. Et ça a duré donc 2 jours dans ce centre. Comment ça se passe? Non, je réponds à votre question. La personne, donc, légalement, vous êtes obligé de faire un arrêt cardiaque pour être cryopréservé. On ne peut pas cryopréserver des personnes vivantes. Ce n'est pas légal. Donc tout de suite, c'est surtout à ça qu'on nous a entraînés, parce que c'est la phase où un médecin doit être présent sur place, ou une équipe de réanimation. Tout de suite, vous le savez, il y a 2 facteurs importants qui vont ralentir, voire arrêter la dégradation cellulaire de votre cerveau. C'est le froid. Il faut vite refroidir le corps le plus vite possible. Par exemple, vous avez dû voir des cas d'enfants qui sont tombés dans des lacs glacés, qui ont fait un arrêt cardiaque et qui ont pu être réanimés des heures plus tard et qui n'ont rien perdu de leur intellect. Pourquoi? Parce que c'est un lac glacé qui a refroidi leur corps et ainsi arrêté ou ralentir considérablement la dégradation cellulaire. Donc on nous enseigne à mettre un bac qu'on doit remplir de 40 kg de glace, faire circuler par une pompe l'eau glaciale, vous voyez, pas n'importe où, au niveau du crâne, pour bien refroidir le crâne le plus vite possible. Et autre facteur, c'est bien sûr l'oxygénation du cerveau. Privé d'oxygène, votre cerveau va également entrer des processus oxydatifs qui vont être délétères. Donc il y a une machine ici, le Lucas, qui est une machine donc d'assistance cardio-respiratoire, et on va l'utiliser pour reproduire un massage cardiaque, puisque le cœur ne veut plus être redémarré, afin de faire circuler le sang et être sûr que le cerveau soit oxygéné. En même temps qu'avec la glace, vous diminuez progressivement la température pour arriver à 10-20 degrés. L'ambulance de votre entreprise de cryopréservation arrive sur le site, là où la personne est décédée, et là où les médecins sur place, ou l'équipe sur place a pu faire les premiers gestes de stabilisation que je vous ai nommés, et l'emmène ensuite en Suisse vers le centre. Le centre donc va ensuite faire circuler un liquide cryoprotecteur dans le sang pour protéger les cellules, car vous le savez peut-être, le problème c'est que si des cristaux de glace se forment, ils vont détruire les membranes cellulaires et vont donc altérer l'intégrité cellulaire. Donc c'est pour ça que c'est important de faire circuler un liquide cryoprotecteur, et ça se fait donc au centre avec un système de pompe. Ensuite le patient passe un scanner cérébral, vous voyez ici donc, pour vérifier que le cerveau a été correctement refroidi et que la morphologie de ce dernier a été conservée. Ensuite, là on est à 0, moins 10 degrés. Ensuite, il est mis dans une forme de sarcophage qui lui donc va refroidir très très lentement et voyez piloté par un ordinateur le corps jusqu'à atteindre une température de moins 196 degrés. Et à moins 196 degrés, plus rien ne bouge. Là, tout votre processus cellulaire il est figé. C'est-à-dire qu'il ne se dégrade plus. Et là, donc le patient sera dans une cuve comme celle-ci, dans peut-être 50 ans, 100 ans, qui sait. Jusqu'à ce que, donc, comme je vous l'ai dit, la science et la médecine puissent le réanimer, le traiter, et même le faire rajeunir, comme on a vu avec les souris du professeur Sinclair. Comment ? Vous avez tout à fait raison. Déjà, c'est en Suisse. Vous avez vu pendant les guerres mondiales, hein, la Suisse, ça a été assez tranquille. Hein. Voilà. Et c'est sur... Alors, toutes ces questions, bien sûr, j'étais pas seul. On était 40, il y avait des médecins, des neuroscientifiques, il y avait des curieux aussi. Hein. On posait ces questions. C'est un site, évidemment, qui a été choisi avec intelligence. C'est-à-dire que c'est un site qui n'est pas soumis, en fait, au tremblement de terre. C'est une zone sismique qui est très faible. Bien sûr, les murs sont extrêmement épais. Bien sûr, vous avez une porte blindée, on serait cru dans un bunker qui faisait au moins 50 cm d'épaisseur. Donc oui, non, mais ça, il n'y a aucune crainte à avoir. Ils ont vraiment réfléchi avant de construire ce centre, parce qu'ils ont construit ce centre dans ce but. Ils n'ont pas racheté un hangar préexistant. Ils ont construit ce centre avec cet objectif en tête. Oui. C'est une très bonne question. J'y réponds tout de suite, non.
La science, à l'heure actuelle, n'est pas capable de réanimer, autrement dit de restaurer les fonctions cellulaires, y compris d'un organe. C'est tout le problème, comme vous savez qu'avec les greffes, si vous avez un greffé qui est à New York, et qui attend en fait son greffon qui vient de Moscou, le problème c'est que vous avez seulement quelques jours à peine. Or, vous voyez, ça rejoint encore une fois la médecine, c'est que l'enjeu de la médecine des greffes est de trouver le même moyen qu'avec le corps entier, de pouvoir conserver les greffons, comme un rein, pendant des années. Comme ça, dès qu'une personne en a besoin, hop, on réchauffe le rein, et hop, on peut ainsi greffer la personne. C'est le même enjeu, en fait. C'est pour ça qu'il y aura des progrès dessus. Ah, mais c'est beaucoup moins complexe. C'est pas du tout la même chose. C'est le code génétique qu'il faut conserver là. Vous avez toute la cellule, l'intégrité, les tissus, l'organisation, l'architecture, la fonction. C'est vraiment autre chose. On n'est pas du même domaine. C'est vrai. Mais sur des années, c'est difficile. Un rein sur des années. Absolument. C'est pour ça qu'ils forment des médecins. Et c'est pour ça que j'y suis allé. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Donc il y avait des médecins de toute l'Europe. Il y avait des Polonais, il y avait des Britanniques, il y avait des Espagnols. Donc c'était vraiment... c'était intéressant. C'est le défi. Je vous rejoins. C'est le défi. Il n'y a pas d'échec puisque ça se fait. J'ai compris. Alors il n'y a pas d'échec parce que si vous voulez, là c'est une question plus philosophique parce que j'ai posé cette question aussi comme vous. Je me suis dit alors concrètement j'ai demandé mais excusez-moi mais jusqu'à combien de temps vous tolérez qu'une personne soit cryopréservée? C'est-à-dire que si on vous appelle et qu'on vous dit la personne est décédée depuis 48 heures, vous dites quoi? Vous dites ah bah non c'est trop tard, parce que vous le faites. Ça c'est une question que j'ai posée. Mais ils partent d'un principe humaniste qui m'a surpris, je l'avoue. Ils ont dit on y va, quelle que soit la durée. Comme ça la personne est sûre, quoi qu'il se passe, on est là. Et surtout on est sûr que la famille, qui voudra peut-être garder l'argent, ne tentera pas de retarder la déclaration de décès pour finalement faire en sorte que ce soit trop tard, et hop, prendre l'argent. Vous voyez le problème? On vit avec des êtres humains, avec un cerveau complexe. Alors moi je réponds à votre question. Donc ça dépend des entreprises, mais en tout cas celle-ci, donc corps complet, c'est 200 000 euros. Donc le prix de l'immortalité, c'est 200 000 euros. Mais vous avez raison de poser la question. Vous avez raison de poser la question parce que, puisque votre conscience repose, et votre identité, qui vous êtes, vos souvenirs, vos expériences, reposent sur votre cerveau, vous pouvez choisir de conserver uniquement votre cerveau. Et c'est moins cher. Voilà, exactement. Voilà, donc si c'est juste le cerveau, c'est 60 000 euros. Oui. Finalement, vous avez dit qu'on mettait de l'oxygène dans le corps, mais il n'y a pas de En gros. corps humain, il y a de la peau, de la fluide. Comment ça se fait qu'on trie l'oxygène? Oui. Normalement, ça doit se durcir et déformer. Alors, il y a deux aspects. Il faut savoir que le sang est extrait ensuite, ce qu'on appelle le wash-out. Le sang est extrait en fait avec des pompes, comme pour un greffé, comme une dialyse en fait. Et parce qu'il ne faut pas qu'il subsiste effectivement du liquide dans les vaisseaux. Après, en ce qui concerne donc le liquide extracellulaire, donc je vous l'ai dit, le cryoprotecteur va empêcher la formation, car ce qu'ils vont vouloir rechercher, c'est la vitrification. C'est-à-dire que l'état des liquides devient un état très particulier de haute viscosité, qui s'appelle la vitrification, et qui empêche la formation des cristaux. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Voilà. Sont figés. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et donc vous voyez, ça, c'est ça que j'aimerais aussi vous dire, c'est que même si vous ne le faites pas, même si la personne ou le patient ne le fait pas, il sait que c'est là. Vous voyez, il a le potentiel, il a le pouvoir du choix.
Bah, si je veux, c'est en Suisse, je peux le faire. Parce qu'évidemment, vous pourrez dire, mais c'est hors de prix ce truc, c'est impossible, ça va être pour une élite. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a des plans, qu'ils ont fait des accords avec des assurances vie, pour que si vous souscrivez à une assurance vie spécifique, vous payez 50 € par mois, et vous êtes protégé tout de suite. Comme pour votre voiture, en fait. Voilà. Donc, ils conseillent en général de souscrire à une assurance vie spécifique, avec qui ils ont des accords, et effectivement, là vous paierez nettement moins. Donc, en tous les cas, sur le plan psychologique, c'est une possibilité concrète et actuelle. C'est pas un concept futur. On peut vous cryopréserver maintenant. C'est là, vous savez où c'est, vous avez vu la science et la technologie derrière, donc c'est concret, c'est actuel. C'est la raison, ça repose sur la science de la cryopréservation, la science de la cryobiologie. C'est pas une religion parce que là vous faites un pari, j'ai pas dit que c'est une certitude, et vous faites un pari qui est le même que celui de Pascal. C'est, puisque finalement, quand je vais mourir, je n'aurai plus rien, autant le faire parce que si ça marche, je gagne tout. Si ça marche pas, je n'existe plus. Donc, oui, mais là, il est porté ici. En résumé, je trouve qu'un des chercheurs a bien résumé ça. Et je vais vous faire ça en 2 phrases. Quand vous avez un patient en France, dans un petit village, qui a une pathologie très grave, une pneumopathie compliquée, un pneumothorax, qu'est-ce que vous faites? Vous l'amenez à un centre hospitalier universitaire, donc vous parcourez une distance dans l'espace, pour l'amener à un centre compétent qui va pouvoir le traiter de son abcès pulmonaire. Ça, si vous y réfléchissez, c'est le même concept, mais dans le temps. Vous cherchez à emmener le patient dans un hôpital du futur où il pourra être traité. Voilà, donc accessibilité, c'est accessible dans différents endroits du monde maintenant, y compris en Europe. Les modèles, des patients ont déjà été cryopréservés, donc vous avez vu des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes. Et effectivement, c'est généralisé puisque même des jeunes le font. Donc au moins, ça nous permet d'avoir une solution rationnelle à proposer aux patients qui ont peur, qui ont l'anxiété de la mort. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, encore une fois. Mais ils savent que c'est là. Ils savent que c'est là, et effectivement, les sondages sur cette population ont montré que ça les rendait plus optimistes de savoir qu'ils avaient cette possibilité. De savoir que s'ils veulent, ils vont pas forcément le faire, mais s'ils veulent, ils peuvent le faire. Pas retrouver en tout cas, ou pas témoigner. Alors, effectivement, c'est un point important, c'est que les personnes qui font ça sont des personnes qui sont optimistes. Elles vont penser, en se penchant sur la science, la philosophie, l'histoire, que l'humanité va continuer à progresser, et elles veulent le voir, ce progrès justement. Ouais, partir sur la Lune, coloniser Mars, découvrir de nouveaux principes sur l'univers, étudier de nouveaux phénomènes spatiaux fascinants dans notre système solaire ou dans la galaxie. Et donc, c'est des personnes effectivement forcément optimistes. Oui, c'est ça. Encore une fois, c'est un discours qui est rationnel. C'est ça. Encore une fois, c'est sûr que chez les religieux, ça va pas les intéresser parce qu'ils vont dire non mais le paradis m'attend, mon grand-père, ma grand-mère m'y attendent, mon hamster qui était mort quand j'avais 12 ans, il va être là. Donc vous voyez, c'est là au moins c'est efficace chez les athées. Oui, je vous écoute, madame. Oui. Oui. L'anxiété de la mort? Oui, bien sûr, je l'explique parce que pour l'instant, même si vous augmentez l'espérance de vie, vous avez vu, les personnes sont toujours mortelles, elles n'ont toujours pas le choix. Et elles sont pas au courant de ça, de la cryopréservation. Voilà pourquoi c'est toujours là, parce que c'est tout simplement la mort est encore devant eux. Ils la voient, même si elle s'est éloignée grâce, comme vous l'avez dit, à l'augmentation de l'espérance de vie,
ça n'empêche pas qu'ils peuvent l'avoir, comme vous voyez un arbre dans le désert. C'est pourtant ce qui se passe. Ils demandent à se renseigner, ils demandent à voir, ils veulent comprendre les principes, je leur explique, mais combiné bien sûr à la thérapie cognitivo-comportementale, c'est pas seul, hein. À la relaxation, à la méditation, et ça marche bien. Mais attention, c'est très important ce que vous vous dites parce que c'est une constatation empirique. Donc, comme toujours en science, il va falloir le démontrer sur un panel de patients et voir effectivement si les effets sont mesurables. C'est exactement ce que je dis ici, vous voyez, c'est que cette constatation, je l'ai fait dans le service de psychiatrie, mais c'est ma constatation personnelle. Or, la science, c'est pas ça. La science, c'est on part d'une théorie, ou justement d'une constatation empirique, et après on cherche à l'évaluer, à la reproduire dans d'autres centres, et à ce moment-là, former un modèle qui sera publié dans des revues à comité de lecture. C'est ça la science, justement. Et c'est précisément ce que je vais faire. Donc on va se lancer cette année dans des études déjà auprès de la population générale européenne pour comprendre le taux d'anxiété de la mort dans la population générale, ce qui n'a pas été mesuré encore. Et ensuite, on va s'intéresser à si effectivement la cryopréservation existe, ou, encore mieux, la life extension se met en place. Est-ce que ça vous aiderait? Est-ce que ça vous rendrait plus optimiste? On va poser toutes ces questions au cours de ce sondage. Et c'est très récent puisque j'ai eu une visio hier avec d'autres chercheurs. C'est un sondage à grande échelle. On va faire des mesures sur 5 pays européens avec 10 000 participants. Donc on aura vraiment des réponses claires qui sont bien sûr analysées et publiées. Voilà, en tout cas il faut le mesurer, ça c'est important. Mesurer ce que la notion de progrès médical, en fait, l'effet que la notion de progrès médical a sur l'anxiété, parce que là on n'a pas de la cryopréservation. Mais je vous le dis, si effectivement les expériences du professeur Sinclair aboutissent d'ici 20 ans chez les êtres humains, eh bien peut-être que personne n'aura besoin de ça dans 20 ans, parce que tout le monde ne vieillira plus. Ça, c'est une solution qui peut être temporaire en attendant, c'est-à-dire si la personne est trop âgée pour bénéficier de ces progrès qui vont arriver, ou alors, ce qui n'est pas contrôlable bien sûr, ou alors a un accident imprévu. Voilà, et enfin, si vous voulez aller encore plus loin, ce sera forcément nécessaire parce que pour permettre des voyages intersidéraux sur des distances gigantesques entre les systèmes solaires, qui pourront peut-être prendre des siècles, il faudra préserver les voyageurs et les astronautes. Là aussi, ça rejoint, vous voyez, cette notion. C'est quelque chose qui va devoir arriver de toute manière, ne serait-ce que par rapport à la distance énorme qu'il y a entre les étoiles. Voilà, donc en tout cas, tout ça, vous le vérifiez, c'est ce qu'on va faire. Alors, donc, M. Solinas l'avait évoqué. Donc ma spécialité, c'est là aussi la réalité virtuelle, et donc j'ai publié aux éditions Odé Jacob des livres qui expliquent les méthodes de manière didactique, étape par étape, ou comment utiliser la réalité virtuelle pour traiter l'anxiété et l'anxiété de la mort, les TOC, les phobies et les addictions. On en a même fait un spécifiquement sur la peur de conduire. Vous avez vu qu'à Marseille, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de conduire. On se demande le pourquoi. Donc, et on les reçoit donc à la PHM, et un qui est une version plus simple. Voilà, donc je finirai par 2 déclarations du Dr Kurzweil et du Dr. De Grey. Un enfant sur 2 né en 2045 sera-t-il mortel? Donc le Dr Kurzweil. Et l'homme ou la femme qui vivra 1000 ans est déjà né, le Dr De Grey. Merci pour votre attention, qui je l'espère était réelle. J'aimerais quand même aborder les remerciements. Remerciements donc à Monsieur Solinas, donc et Madame Estève, et bien sûr mon chef de service, le professeur Lançon, ainsi que l'Université du Temps Libre.